Trois histoires vraies, 3 descentes aux enfers. Bonsoir. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est peut-être ce que vous allez voir de plus traumatisant ce mois-ci. En fait, c'est simple. On a isolé dans cette vidéo les 3 affaires les plus badantes, les plus terrifiantes qu'on a traitées ce mois-ci, pour vous préparer l'une des plus grosses vidéos de ce trimestre. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Si c'est le cas, commentez n'importe quel emoji dans les commentaires, au moins je verrai qui est vif. Vous allez voir que chaque histoire a sa propre mécanique. On a vraiment essayé de faire en sorte d'avoir de la diversité dans toutes les affaires qu'on a traitées. Il y a des trucs un peu badants, il y a des trucs terrifiants, il y a des trucs vraiment genre traumatisants, il y a vraiment de tout. Bref, installez-vous confortablement, lumière éteinte, petit popcorn ou une pizza. Le plus important, c'est que tu sois à l'aise pour voir cette énorme vidéo qui dure, je crois, genre 1h20 et c'est parti. Petite note, parce que je vous vois arriver dans le commentaire, il est tout à fait possible que certaines histoires aient déjà été publiées. Comme je vous ai dit, on a pris les plus grosses affaires qu'on a traitées ce mois-ci, donc voilà, c'est tout à fait possible que vous soyez déjà tombé sur une de ces histoires. Évidemment, si c'est le cas, il y a un système de timecode sur la vidéo, tu peux juste passer à la prochaine affaire. Bref, bonne vidéo, et on commence tout de suite avec la première affaire. Elle pensait être en sécurité chez elle, jusqu'à ce qu'il rentre de force. Une jeune fille est seule chez elle, en petite tenue, dans son appartement en rez-de-chaussée. C'est une soirée ordinaire, jusqu'à qu'un inconnu frappe à sa porte. D'abord doucement, puis de plus en plus insistant. L'homme ne s'arrête pas. Il frappe, toc, pousse des bruits étranges, comme s'il savait qu'elle était à l'intérieur. Puis, soudainement, elle entend du bruit à la fenêtre. Un complice se fait discret, escaladant les murs extérieurs, se rapprochant ainsi de sa chambre. Les deux individus semblent coordonnés, comme un plan machiavélique pour pénétrer dans son espace intime. L'angoisse grimpe à mesure que la jeune femme se rend compte de la gravité de la situation. Que vont-ils faire une fois à l'intérieur ? La peur est insoutenable. À cet instant, l'impensable semble se produire. Des gens sont littéralement en train de s'infiltrer chez elle, alors qu'elle est elle-même présente dans l'appart. Comment s'en est-elle sortie ? Qu'ont fait les autorités ? Et qui étaient ces deux individus ? Étaient-ils armés ? Vous allez tout découvrir avec Shoshana. Bienvenue dans StoryCube. Je vois qu'il y a des jambes d'un mec dans ma chambre. Donc mon père, il a tout entendu au téléphone. Pendant qu'il entendait ce qui se passait, il était en train d'appeler la police. Mais j'étais effrayée par ce qui m'était arrivé, quoi. Je dormais plus la nuit dedans. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Shoshana qui a vécu une histoire traumatisante. 2 individus se sont infiltrés à son domicile alors qu'elle était encore chez elle. Vous allez voir, c'est fou et ça pose tout de suite plein de questions. Qui étaient ces gens ? Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Et surtout, comment elle s'en est sortie ? Ça fait combien de temps que tu as vécu ces événements ? C'était il y a 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. 1 an et demi, 2 ans, Ouais. ouais. Tu t'en souviens encore bien, je pense. Ouais, c'est le genre de truc qui marque en vrai. Il y a un élément qui est très important dans ton histoire, et je pense que c'est cool qu'on contextualise dès le début, c'est ton appartement. Parce que factuellement, c'est à l'intérieur de cet appart que les gens se sont infiltrés. Est-ce que tu pourrais nous le décrire un peu cet appartement, à quoi il ressemblait ? En vrai, c'était un petit appartement étudiant. Il était linéaire. Il y avait genre ma chambre, puis une porte, et puis le salon avec le coin cuisine, et une porte, et puis la salle de bain. Donc c'était vraiment linéaire. Et j'étais en rez-de-chaussée. Donc j'ouvrais la porte, j'étais directement dans la rue, puis ça donnait sur la rue. J'étais dans une impasse, donc en vrai il n'y avait pas tant de passages que ça menait vers une déchetterie. Donc il y avait les gens qui allaient à la déchetterie, mais il n'y avait pas beaucoup de passages. Pas forcément de témoins, donc... Non, pas forcément, non. Franchement, il y avait rarement du monde. En vrai, il y avait un petit raccourci qui menait à un truc de tennis. Donc il y avait un peu de gens de temps en temps, mais franchement, il n'y avait pas beaucoup de passages. Quand tu dis que ça donnait sur la rue, c'est-à-dire ? Genre littéralement, tu ouvres la porte, il y a des passants qui passent ? Ouais, exactement, ouais. Exactement. Parfois, j'étais chez moi, j'ouvrais la fenêtre et j'étais en train de manger sur la table de la cuisine et la table était collée à la fenêtre. Donc juste, il y avait des passants, vraiment, j'étais collée avec eux quand ils passaient. On se tapait des barres ensemble, généralement. Voilà. En fait, il n'y avait pas de barreaux, il n'y avait rien, et puis il n'y avait pas de rideau, donc en fait, j'étais directement dans la rue, quoi. Ouais. C'était où ? C'est pas indiscret. C'était en banlieue parisienne, à Charenton. Ok. T'as déjà ressenti de l'insécurité en étant dans ce rez-de-chaussée, là-bas, au bord de la rue Bon, en vrai, non. Mes copines m'avaient dit que c'était un peu... Elles m'ont dit, franchement, moi, j'aurais jamais habité là-bas et tout à ta place, parce que du coup, c'était en rez-de-chaussée. Ouais. Mais sinon, le quartier était très bien, il n'y avait que des familles, c'était très beau, très calme, il n'y avait pas de problème. Mais mes copines m'avaient dit, rez-de-chaussée, en vrai, ça craint. Moi, j'avoue que ça m'avait pas du tout tilté. Je me suis juste dit, au moins, j'ai pas à monter les escaliers. Genre, je suis directement, quand j'ai des courses, c'est pratique, quoi. Ouais. Mais j'ai pas du tout vu le côté dangereux.
T'avais déjà entendu des histoires de ce type, un peu dans le voisinage ou dans la région ou... Pas du tout, jamais. Je te dis, franchement, c'était un quartier hyper safe. Ma proprio, c'était ma voisine, donc elle habitait à côté, elle a toujours habité là-bas, et quand ça s'est passé, je lui ai raconté, elle était choquée, elle m'a dit, mais jamais de la vie, on a eu un truc similaire ici, quoi. Ouais. Putain, c'est hâte. J'ai hâte de voir comment tu t'en es sorti, comment ça s'est passé. Et d'ailleurs, je te propose qu'on attaque direct ce sujet qui est assez fou. C'était quelle heure quand ça s'est produit? Il était autour de 21h, on était en été, du coup, il faisait encore... la nuit commençait à tomber, quoi. Il faisait pas de nuit noire. Ouais. Donc tu voyais encore dehors, tu pouvais voir les gens qui passaient. Exactement, ouais. Et puis j'avais les fenêtres ouvertes, parce que, en fait, dans cet appart, depuis le jour où je suis rentrée, ça sentait la peinture de ouf. Du coup, je suis rentrée en décembre, et de décembre c'était en juin, juillet, je crois, jusqu'à l'été, je passais juste toutes mes journées à ouvrir pour que l'odeur s'en aille. L'odeur n'est jamais partie. Voilà, j'ai quitté cet appartement, l'odeur était toujours dans l'appartement. La situation dans laquelle tu te trouvais quand ça s'est produit, tu faisais quoi? En fait, j'étais en train de manger sur la table de ma cuisine, qui est donc du coup devant la fenêtre de ma cuisine. J'avais 2 fenêtres, une dans ma chambre, une dans ma cuisine. Donc j'étais devant la fenêtre de ma cuisine, en train de dîner, donc à côté de ma porte d'entrée. Et j'étais chez moi, donc j'étais en pyjama, j'étais en culotte, mais j'avais un plaid autour de la taille, ça a quand même une importance pour plus tard, donc je précise. Et voilà, c'était le début de soirée, quoi. Donc t'es chez toi en pyjama, tranquille, en train de manger des... C'était probablement des pâtes. Des pâtes au beurre, très bien. T'habitais seule? Ouais, j'habitais seule, ouais. Et ta voisine qui était en haut, il n'y avait pas forcément... tu pouvais pas crier, elle t'entendait? En fait, j'avais une voisine en haut, mais alors de tout le temps que j'ai passé dans cet appartement, je ne les ai jamais vus. Ok. Donc, je les ai jamais ni entendus, ni vus. Mais je sais qu'il y avait des appartements au-dessus, mais alors franchement, je sais même pas à quoi ils ressemblent les gens qui étaient au-dessus, quoi. Donc techniquement, si quelqu'un pénètre dans ton appartement, t'es seule, quoi. Ouais. Ouais, mais j'avais mon frère qui habitait à côté. En vrai, il était genre à 2 minutes à pied à l'époque. Ouais. Donc si je crie un peu fort, avec un peu de chance. Ouais. Il y a des caméras de surveillance un peu dans la région ou... À l'époque, il n'y en avait pas. Ouais. Et depuis qu'il s'est passé ça, ils en ont installé une pile devant chez moi. Ok. Enfin, devant mon ancien chez moi, du coup. Comment ça commence, ces événements? T'es en train de manger tes pâtes au beurre à 21h, Bah, du coup, j'étais en train pyjama. de manger, et puis comme je disais, ça sentait énormément la peinture, donc je profitais qu'il fasse chaud et jour longtemps pour aérer vraiment toute la journée. Parce qu'en hiver, j'ai aéré, mais en fait, je suis rentrée en décembre, il faisait moins 10 degrés, c'était impossible d'aérer toute la journée. Juste, d'ailleurs, la première semaine, je suis tombée hyper malade, parce que c'était irrespirable à cause de la peinture, donc j'ai juste ouvert pendant une semaine en continu, et il faisait hyper froid, donc je suis juste tombée malade, quoi. Ouais. Mais donc là, je profitais qu'il fasse jour longtemps et chaud longtemps pour aérer bien. Et donc, comme je disais, mon appart était linéaire. Donc en fait, quand je suis dans le salon, je vois ce qui se passe dans ma chambre. Donc en fait, je voyais pas le problème d'ouvrir la fenêtre dans ma chambre, même si j'étais dans la pièce d'à côté, parce que j'avais de la visibilité. Du coup, j'avais ouvert la fenêtre de ma chambre, mais pas celle de ma cuisine. Et je mangeais dans la cuisine, là, dans le salon. Et de là, il y a quelqu'un qui toque à ma porte. Et j'attendais personne. Moi, je suis vraiment une grosse flippette. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui toque chez moi et que j'attends pas, je commence à stresser et tout. Donc, j'appelle mon père. Ça m'était déjà arrivé... Donc, t'appelles ton père avant d'ouvrir la porte? Exactement, ouais. J'appelle mon père avant d'ouvrir la porte pour que si jamais il y a un problème, il y a un témoin, tu vois. Il y ait quelqu'un qui soit au courant de ce qui est en train de se passer. Ce qui est un bon réflexe, hein. Oui, de ouf. De ouf. Du coup, déjà, quelques mois auparavant, il y a quelqu'un qui avait sonné alors que j'attendais personne, donc j'avais déjà appelé mon père. J'avais ouvert, en fait, c'était un livreur Uber Eats qui s'était trompé d'appartement, donc rien de méchant. Et mon père, à ce moment-là, il m'avait dit, mais en fait, si t'attends personne, t'ouvres pas la porte. Enfin, c'est logique, tu vois. Ouais. Mais sur le coup, je sais pas, en fait, ça sonne, ça me stresse. En plus, les gens, ils savent que je suis chez moi, vu qu'il y a on voit mon appartement. Est-ce que t'es sûr que le livreur Uber Eats, c'était pas quelqu'un qui était venu pour faire... Non, c'était il y a trop longtemps. Et puis, c'était pas du tout la même tranche d'âge. Okay. C'est sûr que ça a aucun rapport. Ok, ouais, ça marche. C'est sûr que ça a aucun rapport. T'entends quelqu'un qui frappe à ta porte, t'appelles ton père. Du coup, ouais, j'appelle mon père. Il répond? Il répond, donc je lui explique, je lui dis, il y a quelqu'un qui toque et tout. Il me dit, essaie de voir à travers la fenêtre qui c'est et tout. Ça dure combien de temps, ça, cette interaction? Quand t'appelles ton père, t'entends que ça toque? Bah, c'est très rapide en vrai. Ça toque, j'appelle direct, il répond direct. Il me dit, et genre ça insiste de toquer. En fait, le mec de l'extérieur, il voit que je suis chez moi. Ouais. Il a la visibilité sur mon salon, sur ma cuisine. Donc en fait, il sait que je suis là, tu vois. Donc si je lui ouvre pas, c'est on purpose. Genre, je fais exprès de pas lui ouvrir, tu vois. Du coup, je me sens un peu... C'est on purpose, quoi. Ouais.
En vrai, je me sens un peu. Genre, c'est comme si j'avais un couteau sous la gorge parce que je me dis, il sait que je suis là, donc je peux pas ne pas lui ouvrir. Genre, c'est méchant, tu vois. Enfin. Et en même temps, bah, c'est normal, si tu connais pas la personne, t'ouvres pas. Ouais. Donc, j'appelle mon père et tout, je lui explique. Et en fait, je vois à travers la fenêtre que, en gros, genre, je vois à travers la fenêtre, dans le reflet de la voiture qui est garée en face de chez moi, le mec qui est devant ma porte. Et c'est genre un petit mec de 15 piges, tout grinchou, qui est là comme ça en train de toquer. Donc j'ai à mon père, bah, je vais voir ce qu'il veut quoi. Et je reste au tel avec mon père pendant tout le long de l'interaction. Ton père a dit quoi? Je sais plus ce qu'il dit. Il a dû me dire ok, bah va voir, je sais plus ce qu'il me dit. Donc j'ouvre la porte et donc je tombe sur ce mec qui a genre 15 ans, je sais pas quel âge il a, mais dans ces eaux-là. Et je lui demande ce qu'il veut quoi. Et il me dit c'est pour une livraison. Il est quand même 21h. Donc je me dis ok c'est bizarre, il livre un peu tard mais c'est possible et comme je reçois beaucoup de colis, c'est possible que je reçoive un colis sans que je sois alertée quoi. Ouais. Donc je me dis ok et tout, bizarre, donc je lui demande une livraison de quoi, je sais rien, si c'est Amazon, Colissimo. Et il ressemble à quoi la personne en face de toi à ce moment-là? Mais il est tout petit, c'est un petit mec, il est plus petit que moi, il est tout mince, il a je sais pas une quinzaine d'années. Il est soigné, pas soigné, il fait quoi comme... T'as l'impression que c'est... Mais il était genre mid. Genre ni hyper bien habillé, ni big schlag avec des trucs troués quoi. Genre c'était mid quoi. Ouais. Du coup, donc quand il me dit que c'est pour une livraison, je lui demande de quoi. Et il me répond une livraison de stupéfiants. Okay. Donc, moi j'ai jamais rien pris de ma vie, j'ai même pas fumé ne serait-ce qu'une cigarette. Donc il me dit livraison de stupéfiants, je l'arrête tout de suite, je lui dis bah c'est pas là. Et il me tient un peu la jambe en me demandant ah mais est-ce que c'est pas les voisins du dessus, mais j'en sais rien, tu vois, je connais tout le quartier, ce qu'ils consomment, j'en sais rien moi. Donc je lui dis bah je sais pas, puis j'essaie de couper court à la conversation. T'étais toujours en pyjama à ce moment-là Mais alors en fait c'est ça, moi de base, ah oui mais c'est vrai, en fait je voulais pas lui ouvrir aussi de base parce que j'étais en culotte, donc si je me levais, en fait lui il le voyait pas de l'extérieur parce que j'avais un plaid autour de la taille. Mais en fait c'était galère pour moi parce que j'étais à moitié à poil quoi, j'avais juste un plaid autour de la taille quoi. Ouais. Donc je lui dis que c'est pas ici et tout nan. Et il me dit, il me tient un peu la jambe pour allonger la conversation, mais il comprend. Je ferme la porte. L'interaction elle dure combien de temps avec Je sais pas, 1 minute, un truc comme ça, 1 minute 30. Et vous parlez je sais pas, peut-être pas 1 minute, bah, je sais pas, de ça. Où il me dit, ah ok, c'est pour la livraison, de quoi? De stupéfiants, ah mais c'est pas moi. Ah bon, mais tu penses que ça peut être qui? Bah j'en sais rien moi. Bah peut-être les voisins du dessus, tu les connais pas, tu sais pas où je peux rentrer? Bah non, je sais pas, je les connais pas. Des trucs franchement pas très intéressants. Et ton père il est toujours au téléphone durant ce moment? Et mon père il est toujours au téléphone à ce moment-là. Donc il entend toute la conf, mais en fait je l'entends pas. Parce que j'ai pas mis le main libre. Ouais. Et faut savoir que mon père, quand je l'appelle parce qu'il y a un truc où je me sens en insécurité, il aime bien faire beaucoup de bruit au téléphone. Et du coup, moi, ça me met toujours dans une situation de malaise parce que 9 fois sur 10, je l'appelle parce que je me sens en insécurité. En fait, c'est un truc random, tu vois. Donc, ça me met mal à l'aise par rapport à la personne en face que la personne en face comprenne que je me sens en insécurité de par la voix de mon père à travers le téléphone. Donc, j'avais pas mis le kit main libre. J'avais pas mis le haut-parleur. Je suis un boomer, hein, le kit main libre. J'avais pas mis le haut-parleur. Donc, j'entendais pas ce qu'il disait. Mais lui entendait tout ce qui se passait. Donc, je ferme la porte au mec en lui disant, il repart la queue entre les jambes, quoi, j'en sais rien de ce qu'il veut. Je retourne m'asseoir, donc je prends mon père et je lui explique rapidement. Et entre-temps... C'est quoi son avis à ton père du coup, maintenant que tu fais ce premier débrief avec lui? Il est en mode, ils sont fous. On va pas toquer chez les gens comme ça à 21h. Ouais. Mais il n'y a pas plus de trucs bizarres, quoi. Mais c'est quand même un petit garçon qui veut livrer des stupéfiants. Mais exactement, en plus mon père il était en vernissage, ma sœur est artiste, il était en vernissage de ma sœur, en plein milieu de plein de gens, il était là en train d'écouter ma conversation avec un mec random à la porte, que je connais pas. Et donc on parle rapidement de ça et tout, et on n'a pas raccroché que le mec revient, et puis il toque à ma fenêtre, du coup de ma cuisine, de mon salon. C'est la même fenêtre, hein, si jamais, quand je dis la cuisine ou le salon, c'est la même fenêtre. Donc il toque à cette fenêtre, et il commence à me parler, mais j'entends pas très bien ce qu'il dit parce que du coup la fenêtre était fermée. Et je voulais pas l'ouvrir parce que si je l'ouvre, bah en fait il est chez moi. Donc je voulais pas ouvrir la fenêtre. Donc il commence à me parler et tout, et j'entends pas bien ce qu'il me dit, donc je lui dis j'entends pas, et puis il me dit ouvre la fenêtre. Donc je lui dis non. Et donc il parle un peu plus fort et tout, et il me demande si je connais telle rue, je sais pas quoi. Donc je lui dis bah non, je connais pas. Et il me dit ouvre la fenêtre et tout. Je dis non, j'ouvrirai pas la fenêtre. Et pendant que je suis en train de lui parler, j'entends dans ma chambre, juste à côté, du bruit. Donc je me mets à courir dans la chambre. Bon, c'était un petit appart, donc j'ai vraiment couru 2 mètres. Là, tu te dis quoi à ce moment-là? Mais à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait un truc bizarre parce que le fait qu'il force pour que j'ouvre la fenêtre, et vraiment j'ouvre la fenêtre, il est chez moi le mec, hein, c'est comme si j'ai ouvert la porte, hein. C'est pareil.
Donc le fait qu'il force pour que j'ouvre la fenêtre, plus, genre, il n'y a pas de bruit dans cette rue. Il n'y a pas de passants, il n'y a rien. Donc s'il y a du bruit, c'est forcément qu'il y a un problème. Donc là j'ai paniqué de ouf. Là, tu te dis, ok, il y a un truc pas net. Exactement. Exactement. Mais j'ai tout de suite compris qu'il y avait un truc où genre il devait être deux puis qu'il y aurait un truc qui allait se passer quoi. Ouais. Donc T'entends du bruit dans ta chambre qui est genre à 15 mètres à côté. Ouais, elle est juste à côté en vrai. Hein. Ouais. J'ai 4 pas à faire. Mais donc C'est quoi le bruit que t'entends? je sais plus. J'entends un bruit. J'entends qu'il y a quelqu'un. J'entends qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose, mais je saurais pas te décrire le bruit. Du coup, je prends mon plaid comme ça autour de ma taille, puis je me mets à courir dans ma chambre. Et là, je vois à travers la porte qui du coup était ouverte, donc j'avais la visibilité. Je vois qu'il y a des jambes d'un mec dans ma chambre. En gros, j'avais genre la fenêtre de ma chambre, le mec il était assis sur le rebord de la fenêtre de ma chambre avec ses jambes qui étaient chez moi, littéralement, genre elles pendaient chez moi. Et il y avait genre ça d'espace entre ses pieds et le sol. Ouais. Donc vraiment juste il se redressait, il était chez moi, il avait même pas à sauter ou quoi, il était chez moi. Ouais. Il ressemble à quoi le mec? Tu vois que ses jambes là ou tu vois déjà son visage, tu vois? Mais en fait ça se passe très vite, donc je vois d'abord ses jambes, puis en fait en courant, mais il y a vraiment 2 mètres, donc ça se passe très rapidement. Donc je vois d'abord ses jambes, ensuite je vois le mec, et en fait je m'attendais à un genre comme le mec de la porte. En fait pas du tout. Là c'était je sais pas, le premier il devait avoir 15 ans, lui je pense qu'il était peut-être majeur, mais pas beaucoup plus. Puis il était bien portant quoi. Rien à voir avec le petit green shoe que j'avais au début, tu vois. Ouais. Donc, Il fait quelle taille à peu près? Il fait. Bah alors moi je l'ai vu assis, donc je t'avouerai que je peinerais à donner sa taille. Plus grand que toi ou... Ouais. En revanche, il était plus grand que moi. Ouais. Il était plus grand que moi. Il était plus imposant que l'autre, quoi. L'autre, c'était une demi-portion. Lui, c'était pas une demi-portion, genre. Ta théorie, c'est quoi à ce moment-là? Ce qui se connaît, c'est qu'il y a... Ouais, bien sûr. Bien sûr, pour moi, en fait, le premier mec, il est en train de faire diversion, pendant que le deuxième, il est en train de rentrer. La suite des événements, c'est quoi? Bah du coup, je prends mon plaid comme ça, je l'entoure de ma taille, et puis je vais courir dans ma chambre. Là, je me mets à crier. Alors, je sais pas quel instinct s'est emparé de moi, mais je me mets à crier, pas du tout en mode cri de peur, genre « Ah !» Je me mets vraiment à crier genre « Waouh, 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 waouh !» Genre « C'est chez moi, ici, vous faites quoi ?» Et en fait, Parce que ton père, il est toujours au téléphone. Mon père est toujours au téléphone, donc il entend toute la situation. Il entend qu'il y a genre du mouvement, il entend que je me mmets à crier chez moi et tout. Genre, il entend qu'il y a un problème, tu vois. Et lui, à travers le combiné, là, il est en train de crier dans son téléphone. En mode « Shoshana, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi !» Lui, là, il est on fire. Dans le vernissage de ma sœur. Voilà, il y a tout le monde qui se tait et il y a mon daron au téléphone comme ça. Du coup, donc lui, il entend tout. Donc je me mets à crier. Puis en fait, je pense que vraiment, je suis une grosse flippette, donc je sais pas à quel moment mon corps s'est dit que j'allais crier comme une big daronne. Mais je pense que comme le petit dans ma porte, il était petit, je me suis dit que ce serait le même en face. Et en fait, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais je suppose que c'est ce que mon cerveau a dû penser. Et donc, s'est dit, ok, on va faire un cri qui les effraie pour les faire partir, tu vois. Ouais. En l'occurrence, ça a marché, parce que quand j'ai crié comme ça, le mec, il a pris les jambes à son cou, puis il est parti en courant. Et les deux, ils sont partis dans une position opposée. En courant. Donc mon père, il a tout entendu au téléphone. Pendant qu'il entendait ce qui se passait, il était en train d'appeler la police. Toi, tu fermes la fenêtre à ce moment-là, du coup, j'imagine? Ouais. Ouais, en effet, quand il est parti, j'ai directement fermé la fenêtre. Bien sûr, c'est le premier réflexe que j'ai eu, quoi. C'est quoi la suite, du coup? Donc ton père appelle les flics Du coup, mon père appelle la police. Puis, genre, du coup, j'ai fermé la fenêtre, donc je lui réponds. Et là, je suis en pleurs de tout le stress que je viens de vivre, de tout ce qui s'est passé, tu vois. Ouais. Donc, je suis en pleurs. Lui, il appelle la police. Genre, en gros, je suis au téléphone avec lui, puis il explique à ma mère qu'il est avec lui. Et genre, en fait, ma mère l'a entendu crier, donc elle voit qu'il y a un problème. Donc, ils ont appelé la police pour moi. Et moi, de mon côté, j'ai aussi raccroché avec mon père et appelé la police. Il m'a dit, appelle aussi la police. Ouais. Donc, on a appelé comme ça, tout le monde a appelé la police. Je sais plus, je crois qu'il y a eu la police municipale et puis la police, la deuxième, je sais plus ce que c'est le nom. Donc, on a eu les deux, quoi. La police de Charenton et puis, genre, la big police, quoi. Donc ils m'ont demandé un peu ce qui s'était passé, etc. Ils m'ont envoyé des hommes très rapidement. Je sais pas, enfin très rapidement. S'ils étaient encore là, en vrai, ils auraient eu le temps de partir 10 fois, mais je sais pas, dans les peut-être 10-15 minutes, il y a une patrouille qui est venue chez moi. Ouais. Ils étaient genre 3. Ils m'ont posé des questions et tout. C'est quoi un peu les questions qu'ils t'ont posées C'était comment est-ce qu'ils étaient physiquement, donc je leur ai décrit physiquement à quoi est-ce qu'ils ressemblaient, combien ils étaient, comment ça s'est passé le déroulé, quand est-ce que c'était, des questions sur finalement tout ce que je venais de vivre, quoi. Et pendant que je parle avec la police, il y a le mari de ma proprio qui passe comme ça devant chez moi. Donc lui, il voit sa locataire devant sa porte à 21h30 ou 22h, je sais plus quelle heure il était depuis les événements.
en train de parler comme ça avec des policiers le soir. Du coup, il prévient sa femme en lui disant bah voilà, j'ai vu la locataire et tout, elle est avec la police. Donc j'ai aussi la proprio qui m'appelle pour savoir ce qui s'était passé. Du coup, je lui explique et c'est là où elle me dit qu'elle est très étonnée parce que ça n'est jamais arrivé quelque chose comme ça dans ce quartier. Elle n'a jamais senti de l'insécurité depuis le début qu'elle a et puis elle habite avec ses enfants et tout. Ils n'ont jamais eu aucun problème donc elle est très surprise. Puis elle m'a dit bah fallait m'appeler et tout, mais bon, elle me répondait jamais quand j'appelais donc. Il y a une question, je pense que pas mal de personnes se posent, mais c'est quoi tes théories à ce moment-là en fait? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi ils sont venus? C'est qui ces deux mecs? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire quoi? En gros, moi ce que j'ai trouvé très bizarre, c'est que le mec était littéralement chez moi. Il avait les jambes qui pendaient chez moi. En fait, ma chambre était agencée de sorte à ce qu'il y avait une big étagère avec tous mes bijoux dessus. Donc littéralement, il était chez moi, il avait à demi tendre le bras, même pas tendre son bras en entier, hein, il avait à demi tendre le bras pour pouvoir prendre mes bijoux. Genre, il y en avait qui avaient de la valeur, il y en avait qui avaient pas trop de valeur, c'était genre de la fantaisie. Mais littéralement, s'il voulait me voler, il avait des trucs de valeur devant lui à porter. Il n'a rien pris. Donc moi, j'ai pensé déjà premièrement à ça, et il y avait, je crois, mon iPad ou mon PC sur mon lit. Et pareil, en vrai, c'était un tout petit peu plus loin que genre demi-tendre le bras, mais c'était à porter pareil, hein. Ils m'ont rien volé. Donc, moi, ma première théorie, c'était pour me voler. Mais ils ont rien pris. Deuxième théorie, je me dis juste, ils voulaient me faire un truc à moi, quoi. Genre, je sais pas si c'était juste, je sais pas, de la violence pour le fun, si c'était violer, même, j'en sais rien, tu vois. Mais le fait est que le mec pouvait voler et il n'a rien pris. Et je me dis, en fait, heureusement que j'ai pas ouvert la fenêtre quand l'autre a insisté pour que j'ouvre la fenêtre. Parce qu'en fait, j'aurais ouvert la fenêtre, j'aurais couru dans ma chambre pour faire sortir l'autre. En fait, l'autre, le deuxième, il rentrait par la fenêtre de ma chambre et j'étais bloquée, quoi. Enfin, par la fenêtre de mon salon, pardon. J'étais bloquée. Genre, j'en avais un qui est rentré, l'autre qui était... Enfin, j'étais morte, quoi. Donc, à l'heure actuelle, je sais pas. Donc tu penses que pendant que tu serais parti dans la chambre, si t'avais ouvert la fenêtre, en fait, il serait rentré par derrière et toi, t'aurais été bloqué entre les deux, quoi. Sans aucune transition, je vous propose qu'on descende encore d'un cran dans le niveau d'histoire battante et on attaque avec la seconde affaire de cette vidéo. Elle pensait retrouver sa mère biologique. Elle a démantelé un réseau de trafic d'enfants. 10h12, Bruxelles, Belgique. Dans un petit appartement, Colline Fanon, jeune maman, entame une enquête bouleversante. Retrouver ses véritables origines. Née comme Mariela au Guatemala, elle a été adoptée en Belgique peu après sa naissance. Depuis toujours, elle croyait à une histoire simple, celle d'une enfant sauvée d'une vie difficile. Mais très vite, ses recherches font émerger des zones d'ombre, des documents trafiqués, des informations qui ne tiennent pas, des témoins qui se taisent. Poussée par l'instinct, elle découvre l'impensable. Au Guatemala, une organisation criminelle arrachait des enfants à leur famille pour les vendre en Europe. Un trafic d'enfants cachés sous couvert d'adoption officielle. Des centaines de vies volées, des millions d'euros générés. Pire encore, sa mère biologique la croyait morte depuis sa naissance. Comment un réseau aussi vaste a-t-il pu agir en toute impunité? Combien d'autres enfants ont été effacés sans laisser de traces? Qui, en Europe, a couvert ou ignoré ces crimes? Et surtout, Colline a-t-elle réussi à retrouver ses véritables parents? Vous saurez tout dans les moindres détails. Bienvenue dans StoryCube. J'ai disparu, j'avais 2 jours et j'étais adoptée, j'avais presque 1 an. Puis je me rends compte qu'il y a plein d'incohérences, il y a des dates qui sont pas ok, il y a des noms qui sont pas ok, des orthographes. Où évidemment on a découvert toutes les atrocités qu'il y avait avec. On nous a attachés avec des cordes à des lits et lui et sa famille étaient à la tête d'un réseau de trafic d'êtres humains, de bébés quoi. Bon à ce moment-là je me dis je plonge quoi, on verra bien. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Mariela. Vous allez voir, elle a vécu quelque chose de traumatisant. En fait, à la naissance, elle a été victime d'un trafic d'êtres humains. Son histoire est dingue et aujourd'hui, elle a accepté de venir ici pour nous livrer son témoignage. Je suis née au Guatemala, donc en Amérique latine, puis j'ai été adoptée en Belgique, plus exactement dans les Ardennes. Donc là, j'ai grandi au sein d'une fratrie avec des parents super aimants, une super vie normale. Donc tu grandis normalement, tu te doutes de rien quoi, durant tes premières années. Comment ça se passe un peu ta vie là-bas? Oui, comme tout le monde, je vais à l'école, je prends des études en sortant des secondaires du coup. Ouais. Je prends une orientation plus dans le droit pénal. Et puis voilà, je travaille, je rencontre quelqu'un, j'ai des enfants. Tu te doutes de quelque chose durant tes premières années ou pas forcément? Non.
Ça se passe comment, ce déclic ou ce moment où, à quel moment tu te dis ok là, il y a peut-être un truc que je sais pas sur ma vie? Plus à l'adolescence. Tu sais, quand tu te regardes dans le miroir, tu essaies de regarder un peu à qui tu ressembles, etc. Et j'avais toujours ce vide, en fait, parce que j'avais personne physiquement à qui me rattacher. Tu sais que tu as été adoptée, évidemment. Oui, mes parents me l'ont toujours dit, ouais. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose de... À cette époque-là, encore rien. Encore rien. J'ai cherché un petit peu ma famille biologique quand j'avais 19 ans. Et là, pareil, il n'y a pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait rien, pour ainsi dire. Donc, j'ai grandi jusqu'à 31 ans. Donc, ça veut dire qu'à 19 ans, tu fais déjà une première recherche? Oui. Tu cherches quoi concrètement à ce moment-là? Un petit peu de réponse sur mon histoire, un peu essayer de comprendre ce qui s'est passé, comprendre le pays, etc. Mais voilà, je voulais retrouver évidemment ma famille biologique, en l'occurrence ma mère, mais sans plus, quoi. Donc tu fais quelques recherches et tu trouves rien sur tes origines ou sur... tu sais même pas comment s'appelait ta mère ou tes parents ou... Enfin, tes parents biologiques? Ça, j'avais l'information. Ok. Enfin, en tout cas, ce qui était écrit dans le dossier, oui, je savais qui était... supposément ma mère biologique, oui. Le temps passe, tu m'as dit jusqu'à 31 ans, tu vis dans l'innocence, entre guillemets, en tout cas tu ne sais pas vraiment ce qui s'est réellement passé. Qu'est-ce qui se passe ensuite à 31 ans? J'ai ma petite fille qui, à l'époque, était toute blonde aux yeux bleus et qui était persuadée d'être une vraie indienne du Guatemala. Et j'ai dû lui expliquer en fait que je ne savais pas lui répondre, je ne pouvais pas lui expliquer ses origines. Et ça a un peu été l'électrochoc de se dire, bon, je pense qu'il est temps de chercher. Tu commences à faire des recherches? Au départ, je prends mon dossier d'adoption et je commence un petit peu à traduire, à chercher, etc. Et puis je me rends compte qu'il y a plein d'incohérences. Il y a des dates qui ne sont pas OK, il y a des noms qui ne sont pas OK, des orthographes. Quand tu dis qu'il y a des dates qui ne sont pas OK, c'est-à-dire genre... Mon acte d'abandon a été fait avant mon acte de naissance. Donc ça m'a déjà mis la puce à l'oreille, je me suis dit bon, il y a un problème. Et puis Google, quoi, j'ai commencé à taper les noms des personnes qui étaient mentionnées dans mon dossier et puis là ça a été une partie de vérité en tout cas qui m'a explosé en plein visage. Qu'est-ce qui se passe du coup? Tu tapes le nom des personnes qui figurent dans le dossier et... Moi je les connais pas, mais en tapant le nom d'Ophélia Degamas, parce qu'on peut la mentionner, elle est aujourd'hui décédée, je tombe sur un article en espagnol et en anglais, d'un journaliste franco-hondurien qui a enquêté sur le trafic d'êtres humains au Guatemala et qui la mentionne telle quelle comme une trafiquante d'enfants. Et moi, c'est la personne qui est mentionnée dans mon dossier non seulement comme étant le témoin de mon acte d'abandon, mais aussi la personne qui a reçu mes parents adoptifs au Guatemala au moment de mon adoption. Donc là, tu tapes le nom d'une des personnes qui figurent sur ton dossier, et en fait tu tombes sur un article qui mentionne ce même nom et qui parle de trafic d'enfants, quoi. Oui. Putain. Et tu penses à quoi à ce moment-là? Tu te dis quoi? Sincèrement, j'espère que je suis pas concernée. Enfin, je me suis dit, oh non, pas moi, quoi. Et il raconte quoi, cet article? En gros, oui, c'est un journaliste d'investigation, donc il a clairement étudié la question. Il a un petit peu mentionné quelques ramifications. Qui était Ophélia Degamas? C'est important de dire que c'était la belle-sœur du président en place, qui avait lui-même renversé l'ancien président, qui était un dictateur génocidaire, Efraín Ríos Montt. Donc... Tu continues un peu d'enquêter sur ce dossier? Tu trouves d'autres incohérences, d'autres trucs qui vont pas, qui sont un peu bizarres? Oui et non. Enfin, je dirais, quand je lis l'article et que je compare avec mon dossier, il y a des similitudes, mais pas tout. Et puis, je me mets en contact avec ce journaliste aussi. Et il dit quoi? Enfin, il te répond déjà? Tout de suite. Ok. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il me réponde. Tu le contactes sur quoi? Je le contacte sur Messenger. Et ça se passe comment Enfin, déjà, toi, tu lui écris quoi comme message et il te répond quoi ensuite? Je lui écris que je viens de découvrir son article et que j'ai été adoptée du Guatemala, que je vis en Europe et que j'aimerais en savoir un petit peu plus, que c'est Ophélia Degamas qui a fait mon adoption. Et là, du coup, il me répond très gentiment, il s'est presque proposé de m'aider, en tout cas de me mettre en relation avec des personnes qui pourraient m'aider au Guatemala. En sachant qu'à l'époque, je parlais plus du tout espagnol, donc il a dû vraiment faire le lien entre nous. Lui, il a récupéré des infos d'ailleurs sur ce trafic? Oui, donc en gros, il dénonce une arrestation qui a eu lieu en 1981 de 7 femmes, avec une autre personne pour des enfants qui devaient être adoptés normalement au Canada. Mais cette femme a fait la majorité des adoptions vers l'Europe, donc la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne aussi, et même la Suisse. Donc voilà. Même chez moi. Même chez toi. Et c'est quoi un peu je me pose cette question, peut-être que tu as forcément la réponse à ce moment-là, mais ça se passe comment? Enfin, ils prennent des enfants, ils les revendent à des gens, ou secrètement, comment ça se passe concrètement, sans parler de ton cas à toi, on en reviendra un peu après, mais... Je peux rapporter ça à un cas plus récent. Il y a un influenceur, il n'y a pas très longtemps, qui a fait un peu la une à scandale
en parlant de ça, parce qu'il expliquait le changement de passeport, de prendre le passeport d'un autre enfant pour le donner à un autre enfant, pour des enfants de Madagascar. C'est exactement ce qui s'est passé en fait. Donc ils ont créé des identités, ils ont inventé des identités, donc ils ont pris des enfants, parce que le Guatemala est en conflit armé à ce moment-là, donc soit ils ont pris des enfants sur les zones de guerre, soit ils les ont volés dans la rue, dans les hôpitaux, ils ont fait des fausses déclarations de maltraitance et des placements d'enfants, puis en fait c'était pas des placements, c'était des mises à l'adoption à l'international, donc les parents perdaient la trace des enfants, mais il y a eu vraiment plusieurs époques, plusieurs étapes dans les adoptions au Guatemala, et ça passait par l'intermédiaire d'agences d'adoption ici, en Europe. Ouais, c'est ça ce que je veux dire. Ils font quoi du coup avec ces enfants? Ensuite, ils gagnent de l'argent en les redonnant à des agents d'adoption? Supposément, les parents payaient des frais de dossier, des frais de... Parfois, ils ont même menti. Ils ont dit que des enfants avaient besoin de... Je sais pas, je prends des exemples connus, qu'un enfant n'avait qu'un rein. Et donc, les parents, pendant tout le procès d'adoption, payent des soins médicaux pour un enfant supposément en insuffisance rénale. Et quand l'enfant arrive ici, tout va bien. Il a 2 reins, il va très bien. Donc, en fait, ils inventaient des frais. Ils grossissaient des frais d'adoption, quoi. Donc factuellement, ça veut dire que les agences d'adoption étaient aussi dans le coup. Enfin, comment est-ce que... Pas toutes. Certaines, oui, ouais. Mais pas toutes. Ok. Pas toutes. Et puis les parents, ils ont fait confiance, quoi. Donc c'est vraiment une arnaque, finalement, qui est destinée aussi aux parents qui veulent adopter des enfants, quoi. C'est dingue. Ouais, c'est du trafic. Donc, tu contactes cette personne qui a écrit cet article, il te répond, vous échangez rapidement, il dit qu'il va t'aider. Toi, tu ressens quoi à ce moment-là? À ce moment-là, je me dis, je plonge, quoi. On verra. Ouais. On verra bien. Tu te sens comment? Tu te sens trahi, perdu, ou en colère ou... Plus perdu. Tu dis que tu as attendu d'avoir des éléments concrets avant d'en parler à tes parents adoptifs, du coup. C'est quoi ces éléments-là que tu as attendu d'avoir? Mes parents m'avaient toujours raconté qu'au Guatemala, Ophélia les avait emmenés dans la maison de son beau-frère. Ils les avaient emmenés à Antigua, donc qui est une superbe ville au Guatemala. Et ils m'avaient toujours raconté qu'ils avaient été boire un café chez son beau-frère. Et mon père avait dans ses souvenirs le souvenir justement d'un militaire retraité en tenue militaire qui les avait accueillis. Quand j'ai découvert l'article, c'était son beau-frère, oui, c'était le militaire, mais c'était surtout l'ancien président. Et mes parents ne l'ont jamais su. Et donc, je suis revenue avec cette information plus de 30 ans après, en leur disant, est-ce que vous vous souvenez du vieux militaire à Antigua? Et ils m'ont dit oui. Et donc là, j'aurais mis plusieurs photos de président en leur disant, est-ce que vous le reconnaissez dans ces photos? Et mon père m'a dit tout de suite, oui, c'est lui. Et je dis, en fait, c'était le beau-frère d'Ophélia, et lui et sa famille étaient à la tête d'un réseau de trafic d'êtres humains, de bébés et d'enfants en bas âge. Et là, mes parents, ils ont commencé à comprendre qu'effectivement, ça sentait pas bon, quoi. Tes parents, ils se disent quoi à ce moment-là? À ce moment-là, ils vont m'aider, en fait. Tout de suite, ils m'ont dit, on va t'aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que finalement, c'est notre histoire, à tous. Ouais. Ils se sont trahis, peut-être qu'ils ont dépensé du coup peut-être beaucoup d'argent, on sait s'ils se sont aussi fait avoir, du coup, j'imagine que oui, mais c'était quoi un peu les répercussions pour eux? Ma mère, plus de la tristesse. Au départ, elle n'avait pas encore évidemment l'histoire dans nos mains, donc ma mère au début, aussi très inquiète pour moi, pour comment je me sentais par rapport à ça, comme toute maman, je pense. Et mon père, il a fallu ressortir tous les dossiers, effectivement, tout ce qui avait été payé, à qui, où. Et ils trouvent des infos? Est-ce qu'ils trouvent les gens qui ont envoyé l'argent, par exemple, ou Oui, tout était répertorié, donc ça, j'avais les traces des versements bancaires des années 80. Ouais, ça, j'avais tout, heureusement. Et on sait à peu près combien ça représente d'argent qu'ils auraient pu, qu'ils ont envoyé à des gens qu'ils auraient pas dû, quoi, factuellement? Oui, en francs belges de l'époque, ça équivaut aujourd'hui plus ou moins entre 15 et 20 000 $. T'avais peur que ça change quelque chose entre toi et ta relation avec tes parents adoptifs à ce moment-là, quand même? Ouais, un petit peu. T'appréhendais Et finalement, d'ailleurs, ça s'est bien passé ou pas trop? Est-ce que ça a empiété sur votre relation ou pas? Non, ça s'est mieux passé que ce que j'aurais pu penser. Après, j'en profite, j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir les parents que j'ai, donc vraiment, ils ont été là tout le temps. Je crois qu'après, tu continues à enquêter. Comment ça se passe, la suite? Donc, t'annonces à tes parents la nouvelle, ils commencent à chercher un peu les documents bancaires, etc. Toi, tu fais quoi ensuite de ton côté? C'est quoi un peu la suite de cette enquête que tu mènes?
Je commence à rechercher les personnes qui portent le même nom, le même prénom que ma mère, et je trouve différents profils, et il y en a vraiment... Que ta mère biologique, non? Ouais, que ma mère biologique, ouais. Et il y en a vraiment un où là, je dis, ok, physiquement, on se ressemble très fort, et puis je regarde un petit peu, enfin, Comment tu trouves des photos des gens avec le nom et prénom? Je me suis toujours demandé. Est-ce que tu cherches sur Google Images ou J'ai fait Google, j'ai fait Facebook, Ouais. mais c'était plus Google, ouais, Google. Puis je scrolle son profil, et là, je vois qu'elle fait référence à la perte de son bébé tous les 7 novembre. Et donc, tous les 7 novembre, elle publie quelque chose en mémoire d'un enfant qu'elle a perdu. Ouais. Et tu te dis, en fait, cet enfant, c'est toi, quoi. Je suis pas certaine, mais dans mon dossier, au départ, dans les dossiers avant mon adoption, il était dit que j'étais née le 7 novembre. Il se passe quoi dans ta tête quand tu découvres ça? Ça va vite, hein. Ça va très vite. Je sais que c'est elle, ça c'est sûr, j'en suis intimement convaincue. J'ai vu les photos de ses enfants, donc fatalement mes frères et sœurs. On se ressemble tous énormément, donc voilà, c'est pas juste dans le cœur qu'on le sent, c'est vraiment ici au milieu. Et je sais que c'est elle, donc là, le tout c'est de se dire comment je vais faire pour la contacter. Et... Ouais, c'est ça. Puis il y a la barrière de la langue aussi, à l'époque, je parlais plus l'espagnol, donc... Ouais. Tu fais quoi, du coup, après ça? Ben, je lui ai écrit à elle, mais elle voit pas mon message, donc ça c'était le 30 novembre 2017. Donc je lui envoie un messenger en lui expliquant que je veux surtout pas déranger sa vie, que je comprendrais, j'ai encore l'espoir que c'est une adoption normale, donc je lui dis je comprendrais qu'elle ne veuille pas en parler, que ses enfants, sa famille ne soient pas au courant, et que je veux être discrète, et vraiment je veux en bienveillance, quoi, vraiment. Je prends des... T'écris en anglais, du coup, ou t'écris en espagnol? Non, j'écris en espagnol, mais avec Google Translate. Okay. Et finalement, j'ai une amie qui parle espagnol qui a revu mon message avant que je l'envoie quand même. Ouais, et donc ça, je l'envoie, et puis elle le voit pas. Ok. Et donc là, ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 12 jours. Et au bout de 12 jours, en fait, c'est insupportable parce que t'es suspendu, t'attends la moindre notification, la moindre réaction. Et puis j'avais peur qu'elle me bloque aussi, on sait jamais. Donc j'ai attendu, et puis au bout de 12 jours, je trouvais ça trop long. Et donc j'avais vu que sa fille aînée, sa plus grande, qui s'appelait aussi Lorena, parce que ma maman s'appelle Lorena, donc avait un profil, et elle était très 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 croyante. Et je me suis dit, bon bah, au nom de Dieu, peut-être que ça fonctionnera. Et ça a fonctionné. Et donc qu'est-ce que tu fais du coup à ce moment-là? C'est quoi le... Je lui écris, et elle me répond. C'est dingue, t'as aussi enquêté sur du coup, tes potentielles sœurs, frères et sœurs, et tu tombes sur ce profil-là, tu lui envoies un message, il se passe quoi? Elle me répond tout de suite. Ouais. Et elle me répond, elle m'écrit... Là, je suis plus brève, j'ai dit juste que je suis à la recherche. Je sais évidemment que notre maman est dans ses contacts. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu lui veux? J'ai pas d'argent. Et puis là, elle m'appelle. Un peu sur la défensive, quoi. Très. Alors, il faut savoir, au Guatemala, il y a énormément d'extorsions. C'est ça. Les maras, etc., la mafia, voilà, c'est quelque chose qui existe, et donc les enlèvements, tout le monde est très prudent, on fait attention, et encore maintenant. Et donc elle va me téléphoner, sauf que évidemment, je comprends rien, et j'arrive pas à m'exprimer convenablement, donc... parce que du coup, tu parles pas espagnol toujours, et elle parle que espagnol, du coup, j'imagine, quoi. Et donc là, elle m'écrit texto, mais tu es qui? Et donc là, je lui dis, je suis née, je m'appelle Mariela, je suis née en 1986, ma mère s'appelait Lorena, Et là, elle me répond, le coup de grâce, c'est impossible, ma sœur Mariela, elle est morte à la naissance. Et je lui dis, non, non. Et donc là, je me dis, c'est qui tout double? Et entre-temps, je reçois un autre message qui était une autre de mes sœurs, supposément sœur, qui directement, très direct, me dit, mais quelles informations tu as? Et moi, je me dis, c'est qui tout double? Donc là, j'ai envoyé la copie de la carte d'identité de ma maman biologique, et elle me dit oui, c'est bien ma mère, c'est bien notre mère, mais certaines informations ne sont pas correctes, et ça va vite en fait, ça a duré en tout et pour tout 17 minutes, mais c'est vraiment un enchaînement. Donc en 17 minutes, tu t'envoies un peu tous les documents que tu as en ta possession, t'envoies un peu toutes les infos, et pour qu'elles comprennent en fait, pour que tes sœurs du coup comprennent, c'est pas entre guillemets, c'est tes sœurs littéralement comprennent l'entourloupe, quoi, ce qui s'est passé... ce qui s'est réellement passé, quoi. Mais elles comprennent pas tout de suite. Et en fait, elles vont contacter ma mère. Et c'est ma mère qui va comprendre à ce moment-là. Et donc, elles sont comment vis-à-vis de ça quand tu envoies ces messages? Assez
interrogative. Enfin, la première comprend pas, la plus grande elle comprend pas. La deuxième, elle me dit mais pourquoi t'as une copie de la carte d'identité de ma mère mais avec des informations fausses. Ouais. Enfin, c'est un peu en chaîne, en cascade. Ouais, c'est Et ça. là, c'est ma mère qui va m'écrire finalement. Quand tu dis elle t'écrit, ça veut dire qu'elle répond à ton message initial ou Ouais. Ouais. Est-ce qu'on sait si du coup elle avait vu le message ou Non, juste elle avait pas vu. Ouais, elle avait juste pas vu. Elle m'écrit bonjour mon amour, je crois que je suis ta maman. Crois-moi, mon cœur va s'arrêter. Ils m'ont dit que tu étais morte. Toi, tu lui réponds quoi? Maman. Maman en espagnol avec un petit cœur et juste ça. Douche froide, enfin, envie de vomir, tout. Je pense que je suis passée par toutes les émotions. Ouais, bah ouais, bien sûr. La sidération, vraiment, la sidération. Vous échangez d'autres messages après ça, enfin j'imagine, mais c'est quoi un peu le... Le problème, c'est qu'elle m'appelle et que de l'autre côté, j'ai les messages de mes sœurs qui m'écrivent « Ne lui réponds pas, elle est toute seule, quelqu'un va arriver chez elle, attends ». Parce que tout le monde commence à comprendre ce qui s'est passé. Donc, ils ont peur pour elle, évidemment. Ouais, c'est ça. Et j'attends, mais finalement, c'est insupportable. En fait, elle m'appelle et elle croit que je ne veux pas lui répondre. Donc, j'appuie sur le verre et puis là, j'ai vu ma mère pour la première fois depuis 31 ans. T'as quel âge à ce moment-là? 31 ans. 31 ans et tu découvres ta mère biologique pour la première fois. Ouais. Ça se passe comment, cet appel en FaceTime avec elle? Magique. Douloureux, mais magique. Douloureux parce que elle, je le dis tout le temps, mais elle a eu un fantôme devant ses yeux. Enfin, elle ne pouvait pas imaginer une seule seconde ce qui s'était passé. Et ce qui est fou, c'est que de tous mes frères et sœurs, je suis celle qui lui ressemble le plus. Alors que j'ai grandi à 10 000 km d'elle sans jamais avoir son modèle, finalement. Parce que, pour qu'on comprenne bien, elle pensait que tu étais morte. Oui. C'est l'histoire qu'on lui avait racontée. C'est ça, donc du coup, c'est quoi sa version à elle des événements, de ce qui s'est réellement passé? Comment est-ce qu'elle a pu croire que tu étais morte? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé en fait? Donc elle accouche à l'hôpital et puis je repars avec ma maman près de mes frères et sœurs parce que j'ai une grande sœur et un grand frère et j'avais énormément de fièvre donc elle m'a représentée à l'hôpital où là on va lui dire que je dois être hospitalisée et elle aussi d'ailleurs et puis on va nous séparer et puis ma maman a une montée de lait. Et donc, elle demande pour qu'on lui présente son bébé pour me donner à manger. Enfin, comme toute femme qui a eu un enfant, ça fait mal, donc il faut aller vite. Et là, on va lui dire, il n'y a plus de bébé. Donc, on m'a transférée supposément dans un autre hôpital. Ma mère va venir me chercher. Et elle ne va pas trouver trace de moi. Enfin, à l'hôpital où elle arrive, on lui dit non, il n'y a jamais eu de Mariella qui a été admise ici. Donc, demi-tour, elle revient à l'hôpital où on était. Et là, il y a deux personnes qui vont lui dire, on est désolé, madame, votre bébé est décédé. Et comme vous n'étiez pas là pour prendre acte de la mort de votre enfant, en fait, on a procédé à la mise de la dépouille dans une fosse commune sous X. Voilà. What the fuck? Mais, enfin, j'ai trop de questions, désolé, mais du coup, ça veut dire que l'hôpital était de mèche avec le trafic d'enfants? Ça veut dire qu'il s'est fait aussi duper ou c'est comment? Supposément. Ouais, supposément. Donc, elle revient du coup à cet hôpital, on lui annonce que son bébé est mort et qu'elle pourra même pas voir le cadavre finalement de ce bébé. Non, elle a signé les documents de décès, oui, effectivement. Toi, t'apprends ça durant cet appel ou t'apprends ça dans un deuxième temps, l'appel de FaceTime un peu, pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais elle, sa première préoccupation, c'est au départ, elle me dit dans quelle ville es-tu? Parce qu'elle pensait que j'étais au Guatemala. Ouais. Je lui dis non. Donc il a fallu expliquer que j'avais été adoptée, que j'étais en Belgique. Expliquer aussi, là-bas, hormis Paris, elle connaît rien. Donc elle expliquait que oui, c'est le pays à côté de la France et dans un demi-espagnol qui était vraiment très mauvais à l'époque. Bien sûr. Et oui, donc tout ça. Et puis finalement, aussi de prendre le temps d'arrêter de pleurer, de pouvoir se regarder, de rencontrer mes frères et sœurs qui arrivent au compte-gouttes aussi finalement pendant cet appel. Ouais, c'est ça, ils arrivent derrière du coup dans l'appel. Ouais. Dont mon frère qui va calmer ma mère, parce que ma mère au début elle est complètement hystérique quand ça se passe. Comment il se termine cet appel Il dure combien de temps déjà cet appel avec Je sais plus exactement. Longtemps. Il y a eu plusieurs appels en fait. Il y a eu cet appel-là, puis on s'est écrit, et puis on s'est rappelé. Enfin pendant la nuit, oui ça a duré. Je pense que je suis allée dormir, parce que je devais me lever pour mes enfants, du coup. Ouais. Donc j'ai dormi 1 heure ou 2. Et de fil en aiguille, pendant les jours qui ont suivi, ça a été mes autres frères et sœurs, petit à petit, qui m'ont écrit. Et puis mon papa, qui était
Ma mère, de manière très naturelle, me dit « Ah, mais regarde dans mes amis Facebook, telle personne, c'est ton papa, en fait. » Ils étaient séparés, du coup Oui, oui. Mais ils étaient toujours en contact. Tu reprends, du coup, contact avec ton papa, aussi, ou... Oui, au début, je lui dis « Mais qui va lui dire ?» Ouais. Parce que mon père parle espagnol, mais il est américain, il vit à Los Angeles, donc elle me dit « Tu peux le faire, il parle anglais. » Oui, enfin, je suis pas très sûre, en fait, d'avoir envie de le faire comme ça, mais elle me dit « Je préfère que tu le fasses, plutôt que moi. » Et donc, là, je recommence, écrire. Ouais, c'est ça. Ouais, à mon père et lui dire que je suis mariée là, parce que lui, au début, il n'a pas trop compris. Et puis, de nouveau, aussi un appel. Oui, c'est ça. Il te répond, du coup, quand tu lui envoies un message. Au début, je lui dis, je suis la fille de Lorena, et il pense que je suis une des autres filles. Il ne comprend pas, en fait. Ça. Il n'a pas capté. Et c'est au moment où il me dit bonsoir, et que je lui dis non, chez moi, c'était le matin, avec le décalage horaire, qu'il a eu un doute, mais il a pas compris. Ouais. Et puis après, oui, quand on s'est appelé, je lui dis non, je suis mariée là. Il disait tout le temps en anglais, you have my lips. You have my lips, you have my lips, et you are an angel in the sky. Enfin, j'étais sa petite fille qui était décédée, et mon père, ça a été dur, parce que j'ai vu un homme que je connaissais pas, mais que finalement, j'aimais quand même. Et de le voir comme ça, avec autant de douleur, et pleurer, parce qu'il pleurait. Il a dû couper l'appel tellement il pleurait, donc même de le raconter, ça, je suis encore un peu émue. Ouais. Parce que lui, pareil, en fait, il pensait aussi que... Enfin, il avait la même version que ta mère biologique, quoi, finalement. Donc que t'étais morte à la naissance, quoi. Est-ce qu'après ces appels et cette prise de contact, tu décides de contacter les autorités, ou tu décides de mener une petite enquête, ou comment est-ce que... Enfin, est-ce qu'il y a une suite, en fait, à cette enquête? Oui, donc quand le moment où je retrouve le profil de ma mère et le moment où je la retrouve pour la première visio, j'avais eu contact avec les autorités belges. Donc j'avais déjà un rendez-vous pour être entendue qui était prévu en tant que témoin. Et puis finalement, j'y vais en tant que victime, parce que j'ai l'histoire en main. Oui, il y avait une information judiciaire en cours, donc je me suis greffée. Et puis moi, je me suis constituée partie civile avec mes parents. C'est quoi concrètement pour ceux qui... Alors, partie civile, c'est devant un juge d'instruction. Donc, une instruction, c'est un petit peu différent de l'information. Donc, le juge a plus de a des compétences particulières, on va dire. Le fait aussi d'avoir accès au dossier, de pouvoir suivre l'enquête, qui est, on va dire, presque terminée. On est justement convoqué. On a été convoqué pour le règlement de procédure, et il y a une audience le mois prochain pour les inculpations. Ça veut dire que tu as récupéré comme un certain nombre d'informations sur ce trafic? Oui. On est beaucoup. On est beaucoup. C'est aussi un peu ce que je me répète à dire. Je ne suis pas du tout un cas isolé. Chaque histoire est singulière, mais il y a eu différents trafics. Et dans le cadre de ce trafic en question, il y a différentes histoires. Et je pense que c'est important aussi de respecter chaque histoire. La police a fait son travail. Et donc, voilà, maintenant, l'enquête, il y a le secret de l'instruction. Il faut, je le répète aussi, respecter la présomption d'innocence. Voilà, maintenant c'est dans les mains de la justice, et on attend un jugement, et on attend que les personnes s'expliquent, parce que pour l'instant elles sont toujours silencieuses. Donc, Est-ce que tu as pu apprendre un peu ou connaître le modèle opératoire de ces gens-là? Enfin, qu'est-ce qu'ils font, quoi, en fait, en général, concrètement? Les ramifications étaient partout. Donc il y avait ce qu'on appelle les jaladoras, donc c'est les femmes, les recruteuses de rue, qui vont trouver des mères pauvres, qui vont trouver... elles croisent une situation dramatique, et elles profitent de ça. Il y avait les mères prostituées, il y avait les mères blessées, il y avait les femmes de militants. Le conflit armé opposait évidemment le gouvernement aux populations indigènes, donc il y avait aussi toutes les populations indigènes. Et ta mère, elle entrait dans quelle catégorie de... Elle a accouché dans le mauvais hôpital, ouais. Parce que toi, du coup, vos théories, c'est plus ou moins que l'hôpital était carrément impliqué, en fait, dans... Totalement, on est plusieurs enfants à avoir disparu ce jour-là, donc oui. Et donc, le modèle est plus ou moins le même que tu as expliqué en début de vidéo, c'est-à-dire qu'ils ont pris, du coup, toi quand t'étais bébé, quoi. Et ils ont fait quoi? Ils l'ont revendu ensuite à une agence d'adoption, ou... Moi, c'est un peu particulier, parce que je suis restée encore presque un an au Guatemala, donc j'ai disparu, j'avais 2 jours. Et j'étais adoptée, j'avais presque 1 an. Et donc, je suis restée dans une pouponnière, ce qu'on appelle les casa cuna, donc une maison clandestine, qui, d'après ce que j'ai trouvé, se trouvait dans le sous-sol, dans une cave.
où évidemment on a découvert toutes les atrocités qu'il y avait avec, notamment les soins qui n'étaient pas là. On nous a attachés avec des cordes à des lits, donc on a découvert des photos, on a découvert... Puis on a remonté la piste et on a vu que oui, il y avait aussi d'autres articles où elle a été arrêtée pendant tout le temps, en tout cas mon histoire, au moment où je suis au Guatemala, elle, Ophélia de Gamas, est de nouveau arrêtée donc en mars. Et on se rend compte qu'il y a toute une période où, oui, on a été secourus par la Croix-Rouge, la police est intervenue, puis on est retourné. Enfin, de toute façon, la corruption, elle est partout là-bas. Ouais, donc, Et donc, finalement, ça veut dire qu'ils placent dans une sorte de petite maison, dans un sous-sol, là-bas, avec d'autres bébés, j'imagine, pendant qu'ils trouvent un potentiel acheteur, en fait, de ces enfants. Oui, alors c'est ça qui est douloureux et difficile, c'est qu'en fait, eux, évidemment, ils ont besoin de proposer des enfants pour des parents qui sont dans l'impossibilité ou dans l'envie d'avoir un enfant, mais par le biais de l'adoption. À savoir que mes parents, moi, ont fait le choix de l'adoption, ils pouvaient avoir des enfants. Ça a été vraiment une décision même de ma mère adolescente, ma mère adoptive adolescente, dit moi, je veux adopter. Donc c'est son projet de vie, en fait. Ouais. Et donc, j'aime pas parler comme ça, mais c'est la vérité, c'est la loi de l'offre et la demande. Il y a des pays, le Guatemala, mais d'autres, je pense à la Corée, il y a des pays qui ont vraiment été des importateurs de bébés, ouais, et où les trafics se sont infiltrés dans des mécanismes qui existaient, mais qui existaient pour permettre à des parents de devenir parents. Et finalement, ça s'est révélé parfois et souvent autre chose. Ouais. Et donc, tes parents, de manière complètement innocente, tes parents adoptifs de manière complètement innocente, ils arrivent là-bas, ils disent « Ah ok, on va adopter un enfant et ils te ramènent ensuite en Belgique, quoi. » Ils sont passés par une agence d'adoption belge. Et c'est l'agence qui a, entre guillemets, géré. Et mes parents ont fait le voyage pour venir me récupérer au Guatemala. Ouais. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais est-ce que aujourd'hui ce trafic a été interpellé ? Est-ce qu'ils sont toujours en activité ou est-ce que entre-temps... Alors les adoptions au Guatemala sont plus possibles depuis 2007. Okay. Ça a été complètement arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que c'était impossible. Donc on parle quand même de 35 000, 40 000 enfants qui ont été adoptés. Et dans toutes ces adoptions, durant le conflit armé, il y a eu entre 5 à 8 000 enfants disparus. Et donc là, encore aujourd'hui, il y a un travail de médecine légale qui est fait, d'aller récupérer l'ADN dans les fosses, de comparer, etc. Donc il y a un devoir de mémoire aussi, indépendamment de l'adoption qui est fait. Donc il n'y a plus d'adoption en international, il y a des adoptions en interne. Mais au Guatemala, il y a des enfants qui disparaissent toutes les semaines. Donc, pour qui, pourquoi ? Particulièrement cette organisation-là, du coup, avec cette personne en question, aujourd'hui, elle n'exerce plus, quoi. Ou en tout cas, elle a été arrêtée. Alors, Ophélia, elle est morte. Ok. Enfin, c'est officiellement officiellement ce qu'on nous dit. C'est possible qu'elle soit toujours vivante, puisqu'au Guatemala, tout est possible. Ouais. Mais officiellement, elle est morte. Les personnes avec qui elle est arrêtée, eux, ne le sont pas. Pas tous, en tout cas. Il y en a d'ailleurs un qui est un éminent membre des Nations Unies, actuellement, en 2025. Comment ça se passe un peu après que tu aies pris contact avec tes parents ? Est-ce que tu décides d'aller les voir là-bas sur place ou c'est quoi un peu la suite ? Ça a été compliqué de vivre ces deux vies-là avec un décalage horaire important aussi. Donc les jours sont inversés, les nuits sont les jours sont les nuits. Et j'avais mon petit garçon qui était tout bébé à l'époque. J'avais besoin de partir. J'avais besoin d'aller la retrouver, Tes parents biologiques, ils apprennent en fait qu'ils sont aussi, qu'ils sont aussi des petits-enfants, et c'est ça. Ouais. Et au début, c'est assez drôle parce qu'eux ont directement cette notion familiale de dire « mais nos petits-enfants », que moi, finalement, il n'y a pas encore ce lien qui s'est créé là, etc., même si on a le même sang. Mais, et puis je pars en janvier. 1 mois et demi plus tard, je suis partie, et là, je vais retrouver en fait ma mère au Guatemala. Ouais. Et comment ça se passe, ces retrouvailles C'est merveilleux. Donc en fait, ma mère est venue à l'aéroport avec tous mes frères et sœurs. Et elle avait déjà fait le voyage parce qu'elle habite pas du tout à la capitale, donc elle avait fait le voyage depuis la côte pacifique. Et quand je suis arrivée, c'était magique, vraiment magique. Elle découvre sa fille perdue depuis 31 ans, quoi. Ouais. Et toi, tu découvres ta mère biologique depuis le début, quoi. Oui, étonnamment, c'est vraiment particulier parce que c'est quelqu'un, en plus on se ressemble, mais comme 2 gouttes d'eau. C'est vraiment son odeur, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Jamais, jamais. Son odeur et puis même ses larmes. C'est toujours le sentiment, quand j'y repense, c'est vraiment, je sens ses larmes qui coulent, ça j'oublierai jamais de ma vie. Et son odeur, quoi, elle sentait, mais super bon. Vous vous dites quoi
quand vous voyez comme ça? Vous dites un truc déjà? Moi, je pleure. J'arrive pas à parler. Et elle, oui, elle me dit tout le temps... Enfin, directement, c'est mon bébé, alors que je suis plus un bébé. Ouais, bien sûr. C'est mon bébé, et je t'aime. Elle me le dit tout de suite, je t'aime. Est-ce que ça se passe comment ces jours? Vous passez quelques jours ensemble? Ah ben, on reste 11 jours H24 ensemble, ouais. Donc on repart dans sa maison. Bon, la vie de mes frères se reprend parce qu'ils ils doivent travailler, les enfants à école, etc. Mais moi, je reste H24 avec elle. Il faut quand même savoir que mon papa est au Guatemala, avait fait le voyage depuis les États-Unis. Mais mes parents, mon père s'est remarié, ne se voient plus. Donc je voulais pas me séparer de ma mère. Et pour mon père, il n'était pas envisageable, malgré les circonstances, que ma mère revienne dans sa famille. Donc j'ai dit, je reste avec ma maman. Ouais. Désolée. Et on partait le même jour. Donc on devait se voir à l'aéroport et finalement on s'est raté de quelques minutes. C'est une question bête, mais tes parents adoptifs, quand ils apprennent du coup que tu vas voir ta famille biologique, est-ce qu'ils disent un truc ou ils sont en mode trop bien? C'est quoi un peu leur POV sur... Mes parents, ça a été merveilleux. En fait, ils m'ont fait un cadeau, à savoir qu'ils m'ont offert mon voyage pour repartir. Et ils ont gardé mes enfants. Ok. Voilà. Donc c'était leur manière à eux de mettre la petite tape dans le dos et de me dire vas-y, même si j'étais morte de peur et j'étais rassurée parce qu'eux étaient là aussi de l'autre côté, quoi. Terrifiant, n'est-ce pas? Mais pas autant que la troisième et dernière affaire qu'on va traiter dans cette vidéo. Termine ta petite pizza si tu l'as pas encore finie et prépare-toi pour cette troisième affaire. Il déjeunait à la cantine avec ses amis. Quelques minutes plus tard, il était accusé du meurtre de son CPE. Dans un lycée de Saint-Denis, en région parisienne, un jeune lycéen vit une journée qui va bouleverser son existence. Alors qu'il se trouve à la cantine avec les autres lycéens, un groupe de policiers entre soudainement dans la pièce. Il est menotté face à toute sa classe. Ses camarades sont complètement sous le choc. L'accusation est grave. Il serait responsable du meurtre de son CPE. La stupeur envahit l'école. Il n'a rien fait, mais les preuves semblent accablantes. En quelques minutes, il est emmené en garde à vue, sous les yeux de ses camarades. Son nom est déjà sali. Mais la réalité est bien plus complexe que ce que les autorités semblent croire. Plusieurs auditions, des interrogatoires sous pression et des journées sans fin dans l'incompréhension la plus totale. Il perd toute confiance en la justice. Son avenir semble d'ores et déjà brisé. Il est rejeté de tous les lycées, stigmatisé pour un crime qu'il n'a pas commis. Alors, que révélera l'autopsie? De quoi est mort le CPE? Et est-ce que c'est vraiment lui qui l'a tué? Vous allez tout savoir dans les moindres détails. Bienvenue dans StoryCube. Je me lève, je dis pourquoi, je me tourne pendant qu'il met les menottes, je me demande encore pourquoi. Il y a les 6 policiers qui nous suivent, il y a le chef, il y a même le directeur, je suis comme ça. Et quand t'as vraiment pas fait ça, t'es là, t'as 16-17 ans, vous êtes accusé de meurtre. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Chris. Vous allez voir ce qu'il a vécu, c'est absolument fou. En 2018, il a été accusé du meurtre de son CPE, à tort. Il avait absolument rien fait. Avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, tu peux nous expliquer en quelques mots, t'étais quel garçon? À ce moment-là, 2018, je suis mineur, je suis très perturbateur. Ouais, très perturbateur. Limite, selon mon CPE, chef de meute. Ok, comme, ouais. Carrément. Mais ouais, très franchement perturbateur. T'avais quel âge? Je devais avoir 16-17 ans, je pense. 16-17, ouais. T'avais des potes aussi ou t'étais plus solitaire? C'était quoi un peu ton mood? Ouais, moi j'avais beaucoup de potes. Hein. Ouais. J'avais vraiment beaucoup de potes, je traînais jamais seul. En fait, j'étais la personne qui... j'aimais bien faire rire. Ouais. Ça veut dire, vu que j'aime bien faire rire, il me faut mon petit entourage. Des bons potes perturbateurs aussi, mais ça va. Quand tu dis perturbateur, c'est genre quoi? Genre ceux qui ont beaucoup de mots dans leur carnet, ceux qui ont beaucoup de colle, ceux qui se font coller souvent. Ouais, c'était nous, malheureusement. Est-ce que tu avais déjà eu des tensions avec les enseignants ou ce CPE en particulier Avec les enseignants, non. Non, pas avec les enseignants, mais avec ce CPE, ouais, franchement, c'est déjà arrivé. Soit à la cantine ou même pendant les récréations, c'est déjà arrivé, ouais. C'était quoi un peu les tensions que tu avais avec lui? Des petites tensions, enfin, c'est pas forcément des grosses tensions, mais
Vu que j'étais vraiment la personne dans son collimateur, c'est moi qui prenais. Genre, il te détestait ou il avait l'habitude de te mettre des cols ou... Je sais pas s'il me détestait. Vraiment, j'avais ce sentiment-là qu'il me détestait. Moi, tout le temps, je me disais qu'il m'aime pas, dans tous les cas. Et moi-même, j'aimais pas trop. Mais on sait pas. On s'aimait pas trop, je pense. Ouais. Au fond, vraiment, on s'aimait pas. Tu penses que t'étais quel genre d'élève du coup? J'étais pas calme. Mais je savais quand me calmer. Ouais. Il y avait une limite, mais je savais quand me calmer. Moi. C'était quoi un peu les conneries que tu faisais Je faisais des trucs gamins. Je pouvais jeter des trucs. Des fois, je parlais, quand le prof il se retournait, silence, des trucs gamins. Ouais. J'étais vraiment gamin avant. Ouais, bien sûr. Bah, tranquille, hein, tu jetais des trucs comme ça. Ouais, laisse tomber. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce matin-là, le matin des événements? Alors, ce matin, pour moi, c'est une matinée comme les autres. Hein. C'est pas. Vu que j'arrivais souvent en retard, c'est vraiment une matinée comme les autres. Donc, t'arrives en retard ce matin-là? Je suis arrivé en retard ce matin-là. Et j'arrive en retard, je prends mon petit mot dans le carnet, on me gronde un peu, tu vois, et je monte en cours. C'est qui te met un mot dans le carnet? C'est le CPE directement. Ok. Ouais. Donc t'arrives en cours, t'arrives quoi? T'arrives 15 minutes, 30 minutes en retard? Ouais, je pense à bon 15-20. Ouais. Direct, tu passes chez le CPE? Direct dans son bureau. Il met mon petit mot, il me gronde un peu, et, on va appeler tes parents, faut pas arriver en retard, je sais pas quoi. Et pendant que je monte en cours, il y a un surveillant qui me voit sortir de son bureau. Ouais. Je vais en cours directement, je pense que c'est le déclic qui a été là, je pense. Ouais. C'est quoi la suite? La suite, c'est que je vais en cours. Normalement, comme d'habitude, je vais en cours. Et pendant que je suis en cours, quand il y a la récréation, bim, quand ça sonne, à peine la porte de la classe s'ouvre, on part pour aller en récréation, il y a le directeur, le proviseur, qui m'attendait devant la porte. Ok, ouais. Moi, je me suis dit, peut-être qu'il voulait me convoquer à cause de mes absences ou à cause de... pas comme d'habitude, ça n'arrivait pas. Ouais. Mais pourquoi pas, en vrai. Je vais dans son bureau, je le suis, je me dis, oh purée, je suis dans la merde là, il va appeler mes parents, il va me réprimander et tout. Mais pendant qu'on va dans son bureau, je le sens pas comme d'habitude. Je sais pas, je le sens froid, glacial, mais même pâle un peu. Et on va dans son bureau, il me pose des questions. Il me pose des questions, ça va, ça s'est bien passé ce matin, t'es arrivé à quelle heure? Ça va au niveau de tes absences, comment ça va avec le CPE, comment ça se passe votre relation, tout ce que je me dis, mais pourquoi il me pose toutes ces questions, je comprends pas, ça va, ça se passe quoi, c'est comme un lycéen quoi. Donc il te pose des questions sur le CPE que tu avais vu quelques heures plus tôt. Sur le CPE, sur moi, comment se passe ma vie en ce moment. Je me dis, pourquoi il me pose toutes ces questions? Un proviseur, il s'en fout de... Je me dis pas qu'il va me poser ces questions. Il me pose ces questions. Tu te dis quoi, toi, à ce moment-là? Tu comprends juste pas? Moi, je lui réponds, mais je lui réponds d'un air... Pourquoi il me dit tout ça? Je comprends vraiment pas la situation. Et quand il a fini ses questions, il est pâle, il est vraiment glacial quand il me pose les questions. Et même quand il a fini ses questions, il fait beaucoup de moments de blanc. Et quand il a fini, il me dit, ok, tu peux retourner en cours. Mais je pars, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe là? Après là, c'est la pause de midi, la cantine. On a la cantine, on finit de manger et tout. Il est 13h, 13h30. Tu te sens comment pendant ce temps? Tu repenses un peu au moment où je me dis, j'en parle à mes potes. Je me dis, il est bizarre le proviseur. Il m'a posé plein de questions. Je me dis, peut-être qu'il veut me virer ou je sais pas, qu'est-ce qu'il a vu ou je sais pas. Et même pendant qu'on mange, on entend beaucoup de gyrophares. Ok. Pendant qu'on mange, j'ai pas. À ce moment-là, je tilte pas. Ouais. Je me pose 2 secondes juste pour vous rappeler qu'il y a un mail juste ici. Vous pouvez envoyer un petit résumé de votre histoire si vous avez vécu un truc un peu traumatisant, choquant, bouleversant, effrayant, peu importe. Peut-être que vous passerez dans StoryCube. On reprend avec l'histoire. Il y a tous les élèves qui sont en train de manger cette cantine-là, où il y a personne dans le bâtiment Non, on est tous en train de manger tranquillement. Il y a beaucoup de gyrophares. Et même, je sais pas, quand on est sur la fin, de. Vers 13h20, là, on voit les policiers monter. Ouais. On se dit, oh, il s'est passé quelque chose, je pense. Putain, parce que vous avez jamais vu des flics dans le bâtiment quoi. Non, parce qu'il y en avait beaucoup. Ouais, il y avait les pompiers aussi, il n'y avait pas que... Ça veut dire, on s'est dit peut-être qu'il y a un blessé ou je sais pas, mais il a dû se passer vraiment un truc. Là, vous vous dites, ah putain, il s'est passé une dinguerie, mais tu fais pas le lien forcément avec... Non, je me dis vraiment pas à ce moment-là que c'est moi. Ouais. Vraiment, vraiment pas.
Et quand c'est le moment de retourner en cours, bah, le directeur il revient me chercher. Quand on rentre dans son bureau, bah, il y a au moins 5-6 policiers. Je les regarde, je suis en mode qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi je suis dans un bureau avec des policiers là? Je comprends pas. Et Tu paniques un peu ou tu te sens comment? Mon cœur il bat grave mon cœur. Et vraiment. Et je suis en mode. Je m'assois sur la chaise. Là je rigole, mais je rigolais vraiment pas sur le coup. Dans quelle tête les policiers ils sont comment? Les policiers ils sont froids, ils me parlent pas avec moi. Je crois qu'il y avait leur chef, il y avait que lui qui pouvait parler avec moi, mais les autres ils ne parlent pas. Ouais. Moi je demande qu'est-ce qu'il y a, à ce moment-là ils me disent pas. Ouais. Ils me disent ils n'ont pas le droit de me dire ce qui s'est passé. Ils me posent encore le policier du coup qui était pas là tout à l'heure, il me posait à peu près les mêmes questions que le directeur il me posait sur ma vie, sur les relations que j'avais avec mon CPE, sur ce qu'il y avait dans mon sac. Quand je suis venu, comment ça j'ai des cahiers? Comment ça que j'avais dans mon sac? Et vraiment beaucoup de questions, mais plus dans le privé. Tu montes ton sac un peu ou tu... Ouais, j'avais mes affaires, je lui montre, j'avais des cahiers et tout, mais ils sont même allés fouiller mon casier. Donc ils fouillent ton sac, ils fouillent ton casier? Putain, c'est ouf. Ils fouillent mon sac, ils fouillent mon casier. Je me demande vraiment qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Pourquoi toutes ces questions? Et je leur pose la question, ils me répondent pas. Ils me disent on n'a pas le droit de vous dire monsieur, répondez à nos questions, c'est tout. Quand les questions elles finissent et au moment où ils me mettent les menottes, ils m'annoncent que je vais être menotté. Quand ils m'annoncent, ils me disent bah, on va vous mettre les menottes, je suis en mode quoi? Pourquoi vous voulez me mettre les menottes? J'ai fait quoi? Il me dit on n'a pas le droit de vous dire monsieur, vous pouvez vous lever, vous tourner, on va vous mettre les menottes. Je me lève, je dis pourquoi? Je me tourne pendant qu'ils me mettent les menottes, je me demande encore pourquoi, je pose des questions. Et à ce moment-là je stresse. Et je stresse à ce moment-là. Et je pose des questions, je répète, il me dit qu'il ne peut pas répondre, mais je pose encore la même question pendant 10 fois, plus même. Je stresse. Et bah, ils me menottent et ils m'emmènent dans leur camion. Et ils mettent la route du bureau au camion. Il y a des élèves... Ouais, tu traverses le couloir, même la cantine, on la traverse, je pense. Et il y a des policiers derrière toi et tu... Policiers derrière moi, il y a les 6 policiers qui nous suivent, il y a le chef, il y a même le directeur, je suis comme ça. Tu vois des potes à toi pendant que tu passes Je vois des potes à moi, il y en a, ils me filment carrément. Moi, je baisse la tête, je regarde tout le monde, mais je baisse la tête. Je suis en mode, je stresse de dingue là. Je suis pas en mode j'ai honte, pourquoi ils me font ça? Je suis en mode, qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, j'ai fait quoi de mal pour qu'ils soient là? Parce que s'ils sont là, c'est pas pour rien. Est-ce que tu leur dis que t'as rien fait à ce moment-là? Je panique, j'ai rien fait, laissez-moi. Pourquoi je suis là? Pourquoi vous m'emmenez? J'ai rien fait. Pourquoi vous m'emmenez? Pourquoi toutes ces questions? Je stresse. Tout ce qui passe par ma tête, je leur dis. Tu traverses donc le couloir, tu passes devant les anciens élèves. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, ils te laissent prévenir tes parents ou quelqu'un, ou juste ils te prennent et ils te laissent prévenir personne, ils prennent ton téléphone, c'est quoi un peu? À ce moment-là, moi-même, je suis même pas dans l'optique de prévenir mes parents, tellement j'ai peur, tellement je veux vraiment savoir ce qui se passe à ce moment-là. Ouais. C'est quand on est même dans la voiture pour aller au poste de police. Même là, je leur demande qu'est-ce qu'il y a, silence radio. Tu rentres dans une voiture de police, du coup, ils te mettent à l'arrière ou c'est comment? Ils me mettent à l'arrière, comme ça, on était dans un berlingot, j'étais au milieu, 2 policiers, un à ma droite, un à ma gauche, et les 2 devant. What? Comme ça, c'est tombé. Et il dure combien de temps ce trajet? Je durais 20-25 minutes, je pense. Hein. Tu te dis quoi pendant 25 minutes comme ça? Je leur pose les mêmes questions, j'en suis en totale panique. Ouais. Les mêmes questions. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous m'accusez de quoi? Je comprends pas là, pourquoi je suis là? Silence radio. Dans la voiture, la conduite, c'était genre comme dans les films où ils vont super vite vers le truc, ou c'est juste une conduite normale? En fait, ça me faisait peur parce que c'était la première fois que j'étais dans la voiture de police et il y avait les gyrophares. Ouais, attends, le tin, tu l'entends fort. Et toi, t'es dedans. Toi, t'es dedans, t'entends tu vois le truc bleu, tu vois les tins, tu vois derrière, il y a une autre voiture de police qui se suit. Et c'est pour moi, je me dis que c'est pour moi. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? Je suis gentil, moi, j'ai rien fait, moi. T'arrives au commissariat, du coup? On arrive au commissariat. Arrivé au commissariat, ils mettent sur un banc quelques minutes. C'est comme si c'était une sorte d'accueil, je sais pas. Ils me mettent sur un banc, ils m'attachent à un banc.
Il t'attache carrément au banc. Ouais, il m'attache au banc, je suis posé, j'attends sur le banc, j'attends quelques minutes et après là, je vois quelqu'un de la police qui est sur son PC, il me parle, il me pose des questions. Ok, il te repose des questions. Il me repose à peu près les mêmes questions. C'est une sorte d'interrogatoire. Comment ça s'est passé ce matin, qu'est-ce qui s'est passé, à peu près les mêmes questions. Et toi, t'expliques quoi? T'expliques que t'es arrivé en retard, Moi, que t'as vu le CPE? J'explique les mêmes choses. Je suis arrivé en retard. Je suis allé en cours comme d'habitude. J'explique que je suis arrivé en retard. J'ai vu mon CPE, il m'a mis un mot, il m'a parlé, je suis monté. Ouais. J'explique vraiment tout. J'explique même que j'ai croisé quelqu'un, un surveillant qui m'avait monté à l'école. Genre, quand je disais même que j'ai croisé le surveillant, je parlais dans l'optique de regarder, cette personne-là m'a vu que je suis allé à l'école. Peut-être peut-être quelqu'un m'a vu à un autre endroit parce que je suis accusé, mais je suis allé en cours. Et toi, tu doutes un peu de ce qui se passe à ce moment-là ou tu commences à avoir des théories un peu? Je doutais tout le temps, j'étais dans le doute. Jamais, à ce moment-là, je suis au courant de rien du tout encore. On me pose juste des questions, je suis au courant de rien du tout. Je comprends rien et même à la fin de l'interrogatoire du policier, il me dit bon, on va mettre au courant vos parents, on doit appeler vos parents. Donc tu fais cet interrogatoire et on te dit toujours pas pourquoi t'es là ou on finit par te dire pourquoi t'es là? À ce moment-là, à la fin de la discussion avec lui, c'est là qu'il m'annonce que monsieur, vous êtes accusé de meurtre. Quand il me dit ça, le choc, je suis accusé de meurtre. Je crois que c'était un cauchemar. C'est dans les films qu'on te dit ça. On ne peut pas te dire ça, à part si tu as vraiment fait ça. Mais quand tu n'as vraiment pas fait ça, tu es là, tu as 16-17 ans, vous êtes accusé de meurtre. Il me dit pas meurtre, il me dit homicide. Il me dit les vrais mots de. Je vois. Vous êtes accusé d'homicide volontaire. What the fuck? Je fais. Comment ça, homicide? Envers qui? Il me dit. Non, à ce moment-là, il me dit pas la personne, il me dit juste que je suis accusé d'homicide. Il me dit pas la personne. Il me dit les lois, il me parle de lois et tout. Moi, je suis en mode, mais article 12, qu'il me raconte? Je sais pas pourquoi il me dit tout ça, j'ai rien fait. Ouais. Il me dit ça. Après, on m'emmène en cellule. Et je suis en mode choqué. Comment ça me fait? Quand t'arrives en cellule, t'es seul ou on t'accompagne? Non, quand j'arrive en cellule, je crois qu'il y a 2 personnes. Il y avait un qui était sur un lit en pierre. Un autre qui était par terre et moi je me suis mis par terre. Et donc t'es là, t'es en cellule par terre, on vient de te dire que t'as assassiné quelqu'un quoi. Ouais, je suis en cellule par terre, je suis déboussolé à ce moment-là, je suis dans la cellule. Je me dis qu'est-ce que je fous là? Je sais pas. Je suis perdu totalement. Et en plus comme là-bas t'as pas la notion du temps. Ouais, c'est ça. Tu peux faire une sieste, tu te réveilles, tu sais même pas il est quelle heure. Tu peux demander même l'heure au chef de poste. Il peut te mentir sur l'heure, tu sais même pas il est quelle heure. Et elle ressemble à quoi la cellule quand t'es dedans? C'est lugubre, hein. Il fait noir un peu, pas trop de lumière. Les murs sont comment ça genre? Les murs, ils étaient gris, plein de tags. Ils te disent combien de temps tu vas rester dans la cellule ou pas forcément? Non, ils me disent pas. Ils me disent pas, je vais faire combien d'heures. Je sais, moi-même, je sais. Je me dis même pas si je vais rester longtemps en garde à vue. Je me pose toutes les questions en mode pourquoi je suis là? À quel moment j'étais accusé de meurtre? Pour quel meurtre? Ma mère, elle va me tuer. Alors que t'as rien fait. Alors que j'ai rien fait. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que mes potes vont penser? Toutes les questions, je me demande, oh là là. Il y avait même ceux avec qui j'étais en garde à vue, ils parlaient, ils essayaient de me parler. Je répondais, mais je répondais en mode comme si j'étais sonné un peu. Ouais. Ça dure combien de temps finalement dans cette cellule? Ça dure 24 heures, je crois même un peu moins. Je crois même 19 heures, je pense. 19 heures enfermé dans la cellule? Ouais. Et après, je vois à ce moment-là, le policier va me chercher, je vais voir l'OPJ. Donc, tu vas voir le mec qui mène un peu l'enquête en sortant de garde à vue? Ouais, je vais le voir, je lui explique à peu près les mêmes questions. Comment ça s'est passé, ma matinée, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Et il note tout ce que je dis, il note. Et il me dit OK. Quand il a fini de m'écouter, OK. Lui, il m'écoutait plus qu'il me posait des questions par contre. Est-ce qu'on te propose de voir un avocat à un moment donné ou... Si. On me propose de voir un avocat, mais moi, je m'y connaissais vraiment pas. Ça veut dire, moi, je veux plus... J'ai répondu, je veux voir mes parents avant. C'est avec eux que je vais parler. C'est eux, ils vont me parler d'avocat peut-être.
Parce que moi, on me parle d'avocat, je sais pas, j'ai pas d'avocat, je sais pas c'est qui, je sais pas. Il me dit, ok, d'accord, bah, on a mis au courant vos parents. Il y a votre maman qui va venir vous chercher. Parce que vu que je suis mineur, je peux pas repartir tout seul, je pense, ce genre de truc. Il y a ma mère qui est venue me chercher 2 heures après. Et voilà, hein, je suis retourné en garde à vue après avoir lu l'OPJ. 2 heures après, je suis sorti, j'ai vu ma mère. Ouais. Les lacets dans les mains. Quand je vois ma mère, bah, je suis triste. Ah, je suis grave triste. Je la vois, je suis en mode... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Maman, j'ai fait quoi? Je la vois, je suis content, mais... Genre, c'est comme si je me relâchais, parce que j'étais content de la voir. Et en mode, maman, sors-moi de là, parce que c'est grave ce qui se passe là. On l'avait déjà, je pense, mis au courant au téléphone que j'étais accusé de ça. Je pense qu'on l'avait déjà mis au courant. Toi, tu lui dis du coup les trucs? C'est quoi l'interaction que tu as avec ta mère? À ce moment-là, je la vois, j'ai limite les larmes aux yeux, je lui fais un câlin. Et on part à la voiture. Et dans la voiture, je lui explique. Ce qui s'est passé, que je suis accusé de meurtre. Je lui explique tout ce qui s'est passé ce jour-là, la garde à vue. Elle en pense quoi? Elle te croit? Elle te croit pas? Elle me croit. Elle me croit directement. Elle sait que je suis pas... Elle m'a bien éduqué, que je suis pas capable de faire un meurtre. C'est à quel moment du coup que tu fais le lien, où tu réalises qu'en fait, on t'accuse d'avoir tué ton CPE? Le moment où je fais le lien, c'est les moments où, quand je sors de garde à vue, je rentre chez moi, je sors mon téléphone et c'est mes amis qui me mettent au courant que mon CPE qui est décédé. Ouais. Et là, je commence à faire le lien directement que ça doit être par rapport à ça. Parce que c'est sûr et certain. T'es le dernier à l'avoir vu en fait. C'est ça. J'étais le dernier j'ai appris que j'étais le dernier à l'avoir vu. Qu'il est mort ce matin où je suis arrivé en retard. Et, il était comment quand tu l'as vu? Pour moi, il était normal. Peut-être qu'il toussait, mais pour moi, il toussait comme tout le monde peut tousser. Mais pour moi, il était normal. Hein. Il n'était pas dans une situation où, je sais pas, où je le voyais pâle, ou je le voyais mourant, ou... Non, normal. On sait combien de temps après t'avoir vu il est décédé? On m'a dit quelques minutes. Hein. Quelques minutes après. Même pas quelques heures, quelques minutes. Parce que j'arrive au lycée à 8h40, 50. Ouais. Et je crois que c'est à 9h30. Hein. What? Ouais, juste quelques minutes après, ouais. Donc là, tu serais arrivé genre 20 minutes de plus en retard, t'aurais été avec lui au moment du décès. Ouais. Putain, c'est dingue. C'est dingue. Hein. Et toi, tu remarques rien quand t'es avec lui, quoi. Il est complètement... Non, pour moi, il me voit, il met mon petit mot dans le carnet, il me gronde vite fait et je monte en cours. Tu nous expliquais que pendant un moment, t'es sous une sorte d'enquête. On te suspecte pendant un moment. Ça dure combien de temps, ce moment où on te suspecte À ce moment-là, c'est quelques jours après la garde à vue, peut-être 2-3 jours. Et à ce moment-là, mon lycée m'exclut déjà. J'ai plus de lycée. Mon lycée m'appelle, il me dit que vous êtes exclu temporairement. Et à ce moment-là, j'ai plus de lycée. Donc, tu rentres chez toi, le lycée entier te suspecte d'avoir tué le CPE. Les flics sont en train de faire une enquête sur toi. Et à ce moment-là, c'est une période dure parce que c'est comme si j'étais enfermé. Parce que je suis chez moi. C'est comme si tu vis ta vie comme d'habitude tous les jours et d'un coup on la met sur pause. Ouais. T'es chez toi, tu peux plus rien faire. Même activité, je faisais du foot. À ce moment-là, j'étais même plus déterminé à y aller. Ouais. Tu vas plus à l'école, t'as une enquête sur le dos. Mentalement, t'es pas bien. Ouais. Tu te dis quoi pendant ce temps? Tu te dis je me suis renfermé moi. Je me suis renfermé sur moi-même. Même mes amis, je les calculais même plus. C'est même pas de leur faute, hein, c'est de moi-même. Ouais. Enfin, moi, j'ai envie de calculer personne. Ouais. Je reste en mode avion, pratiquement tout le temps. Même à la play, je joue même plus. À ce moment-là, je me suis renfermé totalement sur ma cause. Tes parents, ils sont comment vis-à-vis de ça pendant cette période? Mes parents, ma mère, elle pleure beaucoup pendant cette période. Ouais. Mon père est très très énervé. Énervé contre toi ou énervé contre... Non, pas contre moi, contre mon lycée surtout, parce qu'ils m'ont exclu. Mon père, il voulait plus que je retourne à ce lycée. Ouais. Ça veut dire pendant même cette période, on cherchait des nouveaux lycées, on appelait, on demandait c'était comment pour les inscriptions.
Et c'était bon, tout est idiot, c'est comme ça qu'on s'inscrit, ils nous expliquaient. Mais quand on leur expliquait la cause du pourquoi on n'était plus dans le lycée d'avant, à cause de l'enquête, d'un meurtre et tout, bah ça les refroidissait déjà. Ça veut dire qu'ils annulaient l'inscription, c'était en mode non. Ouais. C'est genre on part par au moins 4, 5, 6 lycées, on s'est fait recaler. Hein. Ton entourage, il pensait quoi de ça pendant l'enquête? Est-ce qu'il pensait que t'étais coupable? Est-ce qu'il... Non, croyait en mon toi? entourage, ils m'ont toujours fait... Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des doutes Peut-être, hein, je le sais pas. Je pense pas. Enfin, j'espère pas. Mais non, mon entourage, en tout cas, il m'a toujours fait confiance. Parce que quand on me connaît, on sait que je suis pas dans tout ce qui est affaires, meurtre ou même accusé d'un truc. Je suis pas dans tout ce qui est judiciaire et tout. Je suis pas connu, quoi. Il pensait que tu l'avais tué comment, les flics? Enfin, ils m'ont pas dit, ils m'ont pas forcément dit d'une façon comment je l'avais tué ou autre. Ouais. Et ils m'ont pas parlé, ils m'ont pas dit ça. Mais je sais que j'étais le suspect. Il s'est passé plein de choses, des analyses je pense, on m'a expliqué de sa salive. Ouais. Si je lui donnais un truc à manger. Juste avant qu'on arrive sur on va dire un peu le reveal final, quand on t'a finalement innocenté de cette affaire-là, est-ce que tu sais s'ils ont questionné d'autres personnes? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes impliquées peut-être dans ce meurtre-là? Comment ils ont mené l'enquête en fait? Je sais qu'ils ont questionné la prof à qui j'ai eu ce matin. Ouais. Cette prof-là, ils ont questionné mes amis les plus proches du lycée. Ils ont questionné tes potes? Ouais. Et ils ont sur comment j'étais au jour le jour, ouais. Si j'avais des antécédents avec mon CPE, comment j'étais, quoi. Ils m'ont questionné mes potes, ils m'ont questionné que j'étais normal. Ouais. Que j'étais normal, que j'étais une personne bien, j'étais pas une personne forcément problématique à ce niveau-là. Il aurait suffi qu'un de tes potes dise peut-être... je pense ça. Lui, il est lugubre et... Ça aller plus loin, je pense. Ça serait allé loin, ouais. Tu penses que le prof que t'as croisé dans les couloirs avant aussi, il a dû dire « je l'ai vu sortir du bureau ». C'est ça que tout à l'heure, je t'ai dit ça, carrément. Le surveillant que j'ai croisé, je sais qu'il m'a vu. Ça veut dire peut-être je suis sûr qu'il a dû même témoigner et dire que je l'ai vu dans le bureau ce jour-là. Je pense que, je sais pas, c'est un coup peut-être qu'on se serait pas croisés et il se serait même pas dit que ça serait moi. Il y a un truc, moi, qui m'intrigue de fou et c'est un peu la conclusion de tout ça, mais comment ils t'ont innocenté? C'est quoi un peu la conclusion de tout ça, quoi? La conclusion de tout ça, c'est que c'est après l'autopsie, si je me trompe pas, c'est le mot, l'autopsie. Donc ils ont fait l'autopsie du cadavre du CPE. Ouais, ils ont détecté qu'il avait une maladie non identifiée. Ouais. Et qu'il avait dû faire, je pense une crise cardiaque, je pense. Du coup, comment ça se passe quand t'apprends qu'en fait, ils ont enfin compris que c'était pas toi? Comment ça se passe ce jour-là? Comment ça se passe? C'est un jour où je suis chez moi. Ouais. Et on est toujours le jour où je me renferme, moi, à la recherche de lycée et tout. Et il était quelle heure? Je crois qu'il devait être 8h ou 9h. Du matin? Ouais, du matin. Ouais. Le commissariat, il nous appelle. Il nous dit bonjour monsieur Chris, non, il appelle mon père pour moi. Comme quand je suis convoqué dans l'urgence, que je dois venir au commissariat dans l'urgence. Toi tu dis oh putain. Moi je me dis ils ont dû, je sais pas, je me dis j'ai même plus d'espoir à ce moment-là. Je suis plus, j'ai plus d'espoir. Je me dis ça y est, ils ont décidé qu'ils allaient m'emmener en prison. On va au commissariat avec mon père. Et directement, je me dis qu'ils vont mettre les menottes, moi, j'arrive... ça y est. Limite, j'étais habitué un peu. Je me dis qu'ils vont mettre les menottes, je commence déjà à me tourner, il me dit non, restez tranquille. Venez dans le bureau. Et dans le bureau, on s'assoit, et directement, il nous annonce que... Directement, il s'excuse. Nous sommes désolés du désagrément. Vous êtes innocenté, nous sommes vraiment désolés pour tout ce qui s'est passé. Nous avons mené l'enquête et nous avons vu ils ont vu comme quoi c'était pas moi. Ouais. Et moi à ce moment-là... tu m'étonnes. À ce moment-là, je respire. Je suis en mode non, c'est faux ce qui se passe. C'est relâche, je pars en pleurs directement, je pleure. Mon père est grave énervé, tête énervée, et, comme ça, il ne veut rien savoir. Moi, je suis en mode, je suis un mouvement comme ça, je suis grave content dans ma tête. Je me dis, putain, c'est enfin fini. Ouais. Enfin.
Et là, tu sors de cette... Ça dure combien de temps cet échange avec le mec? Et là, ça dure longtemps un peu quand même. Ça dure 1h30 avec les émotions, tout ça. Ah ouais, ok, ouais. Il me dit comment ça va se passer, comment les procédures elles vont se passer, même vis-à-vis de mon lycée. Ouais, parce que du coup, ils t'ont exclu. Comment c'est quoi le... Et mon père, il voulait plus rien savoir avec le lycée, il voulait pas que j'y retourne. Ouais. Ça veut dire, j'ai quitté le lycée et je suis allé dans un autre lycée. Ok, t'as quand même changé finalement. Ouais, j'ai changé finalement. Comment tu te sens quand tu sors de ce rendez-vous d'1h30 là? Quand je sors de ce rendez-vous d'1h30, je me souviens, moi je mets un snap. Je mets un snap, je mets un écran noir, j'écris, je sais pas, j'ai mis une petite phrase en mode la vérité triomphera. Ouais. Incroyable. Je fais un petit truc comme ça. Ouais. Et je suis grave content. Je suis en pleurs. Je suis grave heureux. J'annonce à mes potes que ça y est, j'ai été innocenté, les gars. Ils ont enfin vu que c'était pas moi. C'est la story time de dingue. Ouais, laisse tomber. Tes potes, ils disent quoi à ce moment-là? Genre, je le savais. Mes potes grave contents. Ouais. Même les filles de ma classe, carrément, elles pleuraient. Elles étaient en mode, ouais, enfin, tout ça. Elles pleuraient et tout. Parce que c'était gratuit. Ouais. C'était vraiment gratuit. Quand t'as été au niveau lycée, est-ce que t'as continué du coup de faire un peu des conneries ou des trucs comme ça? Ça m'a refroidi. Tu sais que cette histoire m'a fait grave prendre en maturité. Ouais. Grave. J'ai moins été en retard. Ouais, c'est clair, mec. Putain. J'ai moins été en retard. Est-ce que ça t'a fait un trauma ou t'as eu un peu des répercussions sur ça ou plus t'en rigoles aujourd'hui? Si, j'avais une petite période où je me sentais mal par rapport à cette situation. Parce que la période où je me suis renfermé, je l'ai très très mal vécu. Ouais. Parce que je faisais plus rien de ma vie, je mangeais moins, j'avais maigri. Cette période-là, je suis vraiment plus jamais la revivre. Bah Chris, merci beaucoup. Mec, ton histoire, elle est vraiment folle. C'est fou, quoi. Et c'est 3 semaines, mec. Ouais, 3 semaines. 3 semaines d'enquête à attendre, à croire semaines, que la justice, ils vont t'arrêter. Tu pars en prison, mec, c'est dingue. C'est dingue. Évidemment, je vous rappelle que si vous aussi, vous avez peut-être vécu une histoire un peu traumatisante, choquante, vous avez un mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez envoyer un petit résumé de votre histoire. Pour les autres, vous avez un écran juste là, vous pouvez appuyer dessus pour continuer et regarder d'autres épisodes. Chris, merci infiniment. Merci à toi. C'est une fin de vidéo. C'est ciao.